Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. 2 minutes. Allez. Changer quelque chose. Je suis là, hein. J'arrive, j'ai oublié quelque chose. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Elda, bonsoir Blanche. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer le live dans 12 minutes. Vous allez bien. Je cherche quelque chose que je ne trouve pas. 2 secondes, je suis là. Hein. C'est bon. Bonsoir Aqua, bonsoir Daria. Bonsoir Izzy, bonsoir. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que vous allez bien. Nous allons commencer le live dans 10 minutes. Dans 10 minutes. On laisse à ce que tout le monde soit connecté. Bonsoir. Ad Baby, bonsoir Izzy, bonsoir Noëlla. Oui, je vais bien, j'espère que vous allez bien aussi. Bonsoir Rufine. En attendant que tout le monde se connecte. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Ken. Oui, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Abla Mablé. Bonsoir Nafi. J'espère que vous allez bien. Comme nous le faisons dans tous nos lives, il y a un sujet du jour. Je vais aborder d'abord le sujet du jour. On va débattre de ce sujet. Et puis, quand je vais finir de débattre, il y aura des questions sur ce sujet. Et en deuxième partie, vous pouvez poser vos questions. Merci Noëlla, merci. Merci, je viens de manger, donc bon, ça ressort sur mon teint, merci. Merci. Donc, comme je le disais, les questions, vous posez les questions en deuxième partie. Et les questions sont scindées en deux aussi. Il y a des questions qui portent sur le sujet de présentation. Aujourd'hui, nous allons parler des douleurs de croissance de l'enfant. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on va aborder dans quelques minutes. Bonsoir Alexis. Quand on va parler de ça, je vais aborder le sujet pour faire les présentations, les recommandations, les solutions, etc. Qu'est-ce que c'est? Et maintenant, on va poser des questions sur ce sujet. Et après, on pourra poser d'autres questions concernant vos inquiétudes propres à vous. Voilà. Donc, restons dans le vif du sujet. Donc, le sujet d'aujourd'hui porte sur les douleurs de croissance. Je l'ai mis en titre. Donc, nous allons parler de ça d'abord, poser des questions sur ça avant d'aborder d'autres questions. Donc, soyons dans le sujet. Attendons d'abord qu'on parle du sujet d'aujourd'hui d'abord, avant de parler, de poser vos questions. Voilà, là on aura un bon live. On peut se partager beaucoup d'inquiétudes et puis des termes nouveaux, douleurs de croissance. Izzy dit, c'est la première fois qu'elle entend ça, ça existe, il y en a plein. Donc comme je le disais, on va parler du sujet d'aujourd'hui d'abord. Pour ceux qui sont en train de rentrer dans le live, nous allons parler des douleurs de croissance de l'enfant. Voilà, donc ne posez pas de questions s'il vous plaît. J'espère qu'il y a quelques abonnés. Aidez-moi un peu dans la modération, dans les commentaires. Dites à ceux qui posent les questions d'attendre d'abord. On va parler du sujet d'aujourd'hui d'abord. Et après, vous pouvez poser vos questions. Voilà, ça va m'éviter d'intervenir chaque fois sur les commentaires. Voilà. Donc, nous allons parler aujourd'hui des douleurs de croissance.
les douleurs de croissance. Je laisse pour que le maximum de personnes se connectent avant d'aborder le sujet, parce que dès qu'on démarre, après, d'autres personnes reviennent sur des questions concernant le live alors qu'on a déjà abordé ça. Donc, nous allons parler aujourd'hui, je répète encore, des douleurs de croissance de l'enfant. C'est le thème d'aujourd'hui. Donc, bonsoir Baba. Baba Ogo, bonsoir à vous. Donc, les questions vont porter dans la deuxième partie. Donc, attendez qu'on aborde le sujet parce que c'est des points importants aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, il y a beaucoup de choses dont on n'a pas entendu parler. Donc, ça va vous intéresser. Donc, vos propres questions que vous avez, gardez-les, écoutez-moi d'abord et après, vous poserez vos questions. On apprend toujours, hein. Donc, ce sont les douleurs de croissance de l'enfant. C'est le thème du jour. Donc, bonsoir Pauline. Bonsoir Noiri. Aidez-moi beaucoup dans la modération. Voilà. Aidez-moi beaucoup en commentaire dans la modération pour que les gens entendent d'abord, écoutez d'abord le sujet d'aujourd'hui. C'est un sujet très intéressant parce que, comme je l'ai dit, souvent chez les enfants, on est souvent concentré juste sur un terme qu'on appelle dentition. C'est la dentition qui donne toutes les maladies possibles de l'enfant. Merci Lady, qui donne toutes les maladies de l'enfant, alors qu'il y a plein de maladies, plein de pathologies qu'on ignore chez l'enfant. C'est pourquoi moi je suis venu dans le live sur TikTok pour pouvoir déblayer le terrain, pouvoir parler des questions essentielles, ce qu'on doit savoir sur nos enfants. C'est ça qui est intéressant, d'accord? Donc, bon, on est bien connecté. Je vais lancer le live. On va parler des douleurs de croissance de l'enfant. Ça concerne quel enfant? Si vous avez des enfants qui ont l'âge situé entre 3 et 12 ans, c'est la tranche d'âge qui est concernée, les douleurs de croissance. Vous avez vu, il y a deux thèmes, il y a douleur, il y a croissance. Qu'est-ce que c'est? Il y a des enfants la nuit, ils sont réveillés la nuit, aux environs de minuit, voire 5 heures du matin, avec de vives douleurs au niveau des membres. Les membres, c'est... Il y a les membres supérieurs, les mains, et puis les membres inférieurs, les pieds, ce qu'on dit souvent. Mais les douleurs de croissance, ça concerne plus les membres inférieurs. D'accord? Les membres inférieurs. Donc l'enfant est réveillé la nuit, vers 5 heures, 0 heure, minuit à 5 heures du matin, avec de vives douleurs au niveau, par exemple, du genou, de la face antérieure du genou. Le genou, vous savez, le genou, voilà. Au niveau du... Il y a, en haut du genou, il y a le tibia, on appelle ça une tubérosité tibiale. Il y a des douleurs là-bas, ou bien ça va être des douleurs au niveau de la cuisse, ou bien des douleurs derrière le genou, ou bien des douleurs au niveau du mollet. C'est de vives douleurs qui réveillent l'enfant. L'enfant crie la nuit, l'enfant pleure la nuit. Ça dure environ une trentaine, voire 45 minutes, un quart d'heure, avant que ça ne s'arrête. Et ces douleurs, le lendemain, paf, l'enfant n'a plus rien. L'enfant marche, il ne boite pas, il marche normalement, les douleurs disparaissent. Le lendemain, ça peut survenir encore et peut-être quelques jours après, ça disparaît. Et ça reprend encore, peut-être 3-4 jours après, ces douleurs reviennent encore. L'enfant se réveille encore la nuit avec ces douleurs vives là. Est-ce que c'est le sorcier du quartier qui a attaqué l'enfant? Est-ce que c'est une maladie spirituelle? Est-ce qu'il faut aller voir le pasteur? Est-ce qu'il faut aller voir le prêtre? Est-ce qu'il faut voir les oncles du village? Est-ce que c'est les sorciers du village qui attaquent l'enfant à minuit? Vous savez, en Afrique, quand un enfant se réveille la nuit, surtout à minuit, pour des douleurs, alors que dans la journée, l'enfant n'avait absolument rien, est-ce que ce ne sont pas les sorciers du village qui ont attaqué l'enfant? Vous voyez? Est-ce que ce n'est pas la voisine du quartier en journée qui avait jeté un œil bizarroïde dans l'enfant là? Est-ce que ce n'est pas ça? Souvent, c'est ce qu'on craint. Et on a peur, on se dit que peut-être c'est une attaque spirituelle. On sort la Bible, on sort le Coran, on commence par réciter des choses. Alors qu'est-ce que c'est? C'est quoi ces douleurs-là qui réveillent un enfant la nuit comme ça? Et il a mal. On ne sait pas s'il a... Il n'a pas eu de choc dans la journée, il n'a rien eu. Et il se lève et il a mal. On appelle ça les douleurs de croissance. C'est lié à quoi? Au fait, on a émis plusieurs hypothèses sur ces genres de douleurs.
Mais c'est à tort qu'on nomme ça les douleurs de croissance. Parce que ça, en fait, ça n'a rien à voir avec la croissance de l'enfant. Parce que là, j'ai dit que cette douleur, c'est de 3 ans à 12 ans environ. Or, le gros parti de la croissance d'un enfant, ça se fait même un peu avant 3 ans. Donc, cette douleur-là, il y a une connotation génétique. Il y a des facteurs génétiques. Il peut arriver que les parents même ont eu ce genre de douleur dans l'enfance. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce sont des douleurs qui ne concernent pas les articulations. C'est-à-dire, j'avais tantôt dit, ça peut être derrière le genou, ça peut être au niveau de la cuisse, ça peut être au niveau de la jambe. Mais l'articulation, par exemple, le genou même n'est pas concerné. Le genou n'est pas enflé. Ce n'est pas douloureux. Ce n'est pas gros. L'enfant ne boite pas. Donc, ça ne concerne pas les articulations. Ça ne concerne pas aussi les os. Ce ne sont pas les os qui sont impliqués dans ce genre de douleur. Ce sont des douleurs qui concernent les muscles. Et on appelle ça des douleurs musculo-squelettiques. Ce sont ces genres de douleurs dont on va parler aujourd'hui. Les douleurs de croissance. Ça existe. Donc, si votre enfant a ces genres de douleurs-là, il se réveille la nuit, il a mal à la cuisse, il a mal derrière le genou, il a mal au mollet, il a mal à la jambe, il peut s'agir que ce soit des douleurs de croissance. Que ce soit le garçon ou bien la fille, les deux vont présenter ces mêmes douleurs. Voilà. Donc, ce sont les douleurs de croissance qu'il ne faut pas ignorer. Il ne faut pas passer à côté. Il faut savoir comment prendre ça en charge. Parce que ça fait extrêmement mal parfois. Maintenant, il ne faut pas confondre ce genre de douleur à d'autres maladies. Dans le cas de cette douleur-là, l'enfant ne fait pas de la fièvre. Vous voyez, il y a d'autres maladies de l'enfant qui peuvent entraîner, par exemple, une fièvre, et ça peut être dans les douleurs articulaires aussi, dans d'autres pathologies. Ça peut être de la drépanocytose aussi. Ce ne sont pas des enfants drépanocytaires. Ça veut dire que quand les douleurs là s'accentuent, on consulte son pédiatre, on consulte son médecin. Là, il pourra poser d'autres diagnostics ou bien va chercher les maladies qui peuvent entraîner ce genre de douleurs. Comme je vous l'ai dit tantôt, on va voir si l'enfant ne fait pas de la fièvre. On peut lui faire une prise de sang pour voir s'il n'y a pas un syndrome inflammatoire. Bon, j'utilise un terme barbare. On fait une prise de sang à l'enfant, on essaie de voir s'il n'y a pas certains paramètres qui sont élevés. Là, on pourra écarter certaines maladies. On peut lui faire aussi l'électrophorèse de l'hémoglobine, ce qu'on appelle l'hématie, son profil électrophorétique, pour savoir s'il est drépanocytaire ou pas. Ça peut être lié aussi à ce genre de douleur. Mais dans le cas d'espèce, dans le sujet dont nous parlons aujourd'hui, ce sont des bilans qui vont se révéler négatifs. On fait même une radiographie. La radiographie revient normale. Comme je l'ai tantôt dit, ce ne sont pas des douleurs qui sont liées aux os. Ce n'est pas les os qui sont concernés, ce sont les muscles. Voilà. Donc la radio, même dans ces genres de douleurs, revient tout à fait normal. Qu'est-ce qu'on fait? Un enfant qui a ces genres de douleurs, on préconise souvent, et c'est sur prescription, s'il vous plaît, ne faites pas des automédications spontanées, ma foi, qui peuvent créer des problèmes plus tard aux enfants. C'est sur conseil de votre pédiatre ou de votre médecin. Après avoir écarté toutes les maladies que je viens d'énumérer, on peut donner un anti-inflammatoire à l'enfant ou un antidouleur pour que cette douleur-là se calme. Et comme je l'ai dit, les douleurs de croissance, ça va disparaître après. Voilà, donc c'est quelque chose de très nouveau. Je pense que beaucoup n'ont jamais entendu parler de ce terme-là, des douleurs de croissance de l'enfant. Donc, je resitue le sujet. C'est des douleurs qui viennent chez l'enfant de 3 ans à 12 ans, qui surviennent souvent la nuit, entre minuit et 5 heures du matin. C'est des douleurs vives qui réveillent l'enfant. L'enfant commence par pleurer. Et cette douleur peut être derrière le genou. Cette douleur peut être au niveau de la cuisse. Cette douleur peut être au niveau de la jambe. Et aujourd'hui, ça peut être la jambe gauche. Demain, c'est la jambe droite. Aujourd'hui, ça peut être au niveau de la cuisse droite. Demain, ça peut être au niveau de la jambe gauche. Donc, ce sont des douleurs qui se promènent, qui sont labiles. Voilà. Donc, ce sont des douleurs
qu'on n'étiquette pas et on se dit que, ah, ou bien c'est une attaque spirituelle. On est en Afrique. Ce sont les sorciers du village. Ou bien, ce sont les sorciers du quartier. Merci Marie. Ce sont les sorciers du quartier qui attaquent l'enfant. Or, ce n'est pas le cas. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut retenir à l'esprit, que ça peut être des douleurs de croissance. Maintenant, ça va se répéter souvent aussi. Et il faut que le médecin écarte certains diagnostics. Que ce n'est pas une drépanocytose, que ce n'est pas une maladie inflammatoire, ça n'attaque pas les articulations, etc. Il va faire des bilans pour écarter ces maladies-là graves. Il va les distinguer des douleurs de croissance. Donc, retenez qu'un enfant entre 3 ans et 12 ans peut avoir des douleurs de croissance. Ces douleurs existent. Et il faut l'avoir à l'esprit, de ne pas confondre ça avec une attaque des sorciers ou bien une maladie spirituelle de l'enfant. Et on commence par amener l'enfant chez le praticien, on amène l'enfant chez le charlatan, ou bien on amène l'enfant chez le pasteur, etc. Merci Lady. Ce sont des douleurs de croissance. Vous allez voir dans mes directs, dans mes lives, je vais vous parler de la réalité en pédiatrie. Ce qu'il faut savoir en pédiatrie, il faut laisser cette histoire de dentition, mon enfant a la dentition, non, mon enfant a le palu, non. Vous savez, l'enfant a beaucoup de pathologies qu'on ignore. Vous voyez, on est en train de se développer, nos pays africains, on se développe. Les maladies qu'on traitait avant, là, le paludisme, etc., ça a tendance, ma foi, ça a de lourds tributs au niveau de la mortalité. Ça, il y a beaucoup de décès encore sur ces maladies, mais il y a des maladies émergentes qu'on appelle des maladies non transmissibles. Et c'est ça qu'il faut savoir sur vos enfants. C'est ça qui est important. Quand on est parent, on doit savoir tout ça là. Maintenant, les parents de demain, vous devez savoir ça pour ne pas faire l'erreur de nos grands-mères. J'aime beaucoup les grands-mères, hein, mais ne faisons pas l'erreur de nos grands-mères parce que toutes les maladies de l'enfant chez les grands-mères se situent sur la dentition, alors que ce n'est pas ça. D'accord? Donc, c'est pourquoi j'ai voulu aborder aujourd'hui les douleurs de croissance de l'enfant. Beaucoup ignorent ça. Je suis sûr, si je fais un sondage tout de suite, oui, dites-moi en commentaire, avez-vous une fois entendu parler des douleurs de croissance de l'enfant? Si vous avez une fois entendu cela, dites-moi oui. Ceux qui n'ont jamais entendu ça, dites-moi non en commentaire. Je répète en commentaire, est-ce que vous avez une fois entendu parler des douleurs de croissance de l'enfant? Oui ou non? Je vais faire un petit sondage pour voir. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez une fois entendu ce terme-là, des douleurs de croissance? Vous avez une fois entendu parler de ça? Non. Voilà. Vous avez vu? Déjà, c'est Lady qui dit oui. Oui, Lady c'est bien. Mais la plupart, les réponses, Sira dit non, Maololo dit non, Luna dit non, Prosper dit non. Voilà. Vous allez voir que les princesses disent non. Plus de, je dis 99% de ceux qui me suivent actuellement n'ont jamais entendu parler de ça. Oh, ça existe. Il y a plein d'enfants qui ont ces douleurs de croissance. Et des fois même, on accuse l'enfant, on dit que l'enfant fait des caprices. Qui se lève la nuit, en plein milieu de la nuit, crie, dit que non, il a mal. Et le lendemain, le matin, pratiquement, il marche bien. Il n'a plus rien. Donc, il fait des caprices. Ou bien qu'est-ce qu'il a? Donc, vous voyez, donc c'est quelque chose qu'il faut établir encore. Il faut accrocher aussi à vos connaissances que les douleurs de croissance existent. Merci Lady a précisé, j'ai été suivi par un pédiatre jusqu'à 15 ans et il en parlait souvent. Très bien, merci Lady. Elle a tout retenu hein, dans la tête. Elle a dit que c'est une maman super. C'est ce qu'on aime en pédiatrie. Vous savez, souvent, quand vous amenez vos enfants chez le pédiatre, vous allez voir que moi j'ai tendance, je parle directement à l'enfant. Des fois, même la maman se sent un peu à l'écart. Que l'enfant ait 2 mois, 3 mois, 4 mois. Moi, je parle directement à l'enfant. Il comprend. Et quand l'enfant grandit, il comprend aussi. C'est quelque chose que l'enfant retient. Par exemple, vous faites des conseils à l'enfant. Vous donnez des conseils aux parents. Il faut donner ces mêmes conseils à l'enfant. Par exemple, je sors un peu du sujet. Hein. Si je dis, par exemple, cet enfant-là, il est allergique, il ne doit pas manger des œufs, par exemple. Vous dites,
à la maman ou bien au papa, il ne doit pas manger des œufs. Mais il faut, je dis à l'enfant aussi, ne mange pas les œufs. Je lui explique pourquoi est-ce qu'il ne doit pas manger les œufs. Ce n'est pas une interdiction de ne pas manger les œufs. Ce n'est pas qu'on veut lui interdire quelque chose, on veut le taxer de quelque chose. Mais il faut lui expliquer pourquoi est-ce qu'il ne doit pas manger les œufs. C'est pour sa santé. Quand on explique à l'enfant, il comprend. Il comprend très vite. Il comprend pourquoi. Parce qu'il faut le pourquoi. Pourquoi est-ce que je ne dois pas manger les œufs? C'est ça que j'explique à l'enfant. Donc, pardon, vous allez voir que quand l'enfant a grandi, il sait pourquoi il ne doit pas manger les œufs. Et il doit le savoir. Il faut expliquer pourquoi on lui interdit tel aliment. Pourquoi? Quelle raison? Il doit comprendre. Et il a besoin de savoir. Voilà, donc en 10-15 minutes, j'ai parlé de cette douleur de croissance de l'enfant. Ce qu'il faut distinguer, je répète encore, c'est les enfants de 3 ans à 12 ans. Ça survient la nuit, minuit à 5 heures du matin. Ça concerne les mollets, derrière le genou, la jambe. Ça peut quitter d'une jambe à l'autre et d'une région à l'autre. Ça peut être, aujourd'hui c'est le mollet, demain c'est la cuisse, etc. Et ça va disparaître après. Qu'est-ce qu'on fait? On donne souvent des anti-inflammatoires, bien des antidouleurs à l'enfant et ça va passer dans le temps. Il y a des facteurs génétiques, comme je le disais. Ça peut être les parents qui ont eu ce genre de douleur-là. On n'explique pas forcément la cause, mais on se dit qu'il y a des facteurs génétiques dedans. Donc, il faut écarter ces douleurs-là, ne pas les confondre avec d'autres maladies. Par exemple, c'est la drépanocytose, ou bien ça peut être une maladie inflammatoire, ça peut être les articulations qui sont touchées. Mais dans le cas des douleurs de croissance, l'articulation n'est pas touchée. Le genou n'est pas touché. Ce n'est pas enflé, ce n'est pas douloureux, ça ne fait pas mal. Donc, il faut retenir ça aussi. Donc, c'est ça qu'il faut retenir à l'esprit. Que cette douleur de croissance existe bel et bien. Et c'est fréquent chez l'enfant de 3 ans à 12 ans. Voilà, je viens d'aborder le sujet. Si vous avez des inquiétudes concernant le sujet d'aujourd'hui, posez vos questions maintenant. Et en deuxième partie, nous allons ouvrir largement le live pour les questions qui vous tiennent à cœur. D'accord? Donc, posez vos questions, mais posez vos questions sur les douleurs de croissance. Est-ce que ce que je viens de dire, ça a été assez clair pour vous? Ou bien il y a des zones d'ombre? Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre sur les douleurs de croissance? Posez vos questions. Je suis là pour vous. Essayez de modérer en commentaire. Ceux qui suivent le live, essayez de modérer en commentaire. Ceux qui veulent poser des questions qui ne sont pas liées, on est dans la première partie. Posons des questions sur le sujet du live. Après, en deuxième partie, vous pouvez poser d'autres questions. Donc, restons concentrés. Restons connectés sur le sujet. En deuxième partie, nous allons ouvrir les questions. D'accord? Donc, je parle des douleurs de croissance. Est-ce que l'exposé que je viens de faire, le partage que je viens de faire avec vous, ça a été un peu assez clair? Est-ce que vous avez d'autres points que vous n'avez pas bien compris, des éclaircissements à avoir sur les douleurs de croissance de l'enfant de 3 ans à 12 ans en moyenne? Réagissez en commentaire, s'il vous plaît. Ceux qui sur le live, bien clair. Baba Ogo dit c'est bien clair. Ah, c'est bien, c'est super. Vous avez bien suivi. Merci. Luna, attendez avant vos questions. Posez les questions sur... Bon, Nelly revient sur les douleurs de croissance. Je pense qu'elle vient de se connecter sur le live. Je répète encore, les douleurs de croissance, ce sont des douleurs qui réveillent l'enfant la nuit. Et souvent, les enfants qui sont concernés, que ce soit les filles ou les garçons, ce sont des enfants de 3 ans à 12 ans. L'enfant se réveille en pleine nuit, souvent à minuit, entre minuit et 5 heures du matin. L'enfant a très mal, il crie. On pense que c'est les sorciers du village. On pense que c'est les sorciers du village. On pense que c'est une attaque spirituelle. On pense que c'est la voisine qui a regardé bizarrement l'enfant au cours de la journée. On se pose beaucoup de questions. Alors que ce sont des douleurs de croissance. L'enfant n'a pas eu un choc dans la journée. Il n'a rien eu dans la journée. Il n'a pas eu de choc. Et ces douleurs concernent quoi? Concernent les muscles. Ce n'est pas des douleurs de l'os.
c'est que c'est des douleurs qui sont au repos. C'est-à-dire l'enfant, il dort, il a mal. Il a mal où? Il peut avoir mal derrière le genou, il peut avoir mal au niveau des cuisses, il peut avoir mal au niveau des mollets. Tantôt, c'est la jambe gauche, tantôt, c'est la jambe droite. Il peut avoir mal sur 2 jours, après ça disparaît et les douleurs peuvent revenir 3 ou 4 jours après. Rebelote, c'est la même chose. D'accord? Donc, l'enfant a mal. Il a quoi? On ne sait pas. Quand ça se répète, on va voir son pédiatre, on va voir son médecin. Il va écarter certains diagnostics. Par exemple, l'enfant ne fait pas de fièvre, l'articulation n'est pas douloureuse, l'articulation est normale. Les radiographies sont normales. On fait des radios sur la jambe, c'est normal. On peut lui faire une prise de sang, c'est normal. Chez les enfants africains, on peut faire même l'électrophorèse de l'hémoglobine pour écarter une drépanocytose. Ça aussi, c'est normal. Donc, on revient à quoi? On revient aux douleurs de croissance. Qu'est-ce qu'on fait? On donne souvent des anti-inflammatoires à l'enfant ou bien des antidouleurs. Et je vous le dis souvent, ces douleurs-là vont passer après. Ça va disparaître après. Qu'est-ce qui cause ça? C'est quoi même le fondement, le soubassement de cette douleur-là? On ne sait pas trop. On dit douleur de croissance, mais en réalité, ce n'est pas lié à la croissance. Parce que, je vous ai dit, la croissance de l'enfant, beaucoup de choses se font avant 3 ans. Alors que les enfants qui sont concernés par cette douleur de croissance, ce sont des enfants de 3 ans à 12 ans. Donc, ce n'est pas lié à la croissance. Il y a des facteurs génétiques. On peut voir dans la famille, peut-être que c'est les parents qui ont eu ces genres de douleurs. Donc, ce sont des facteurs génétiques qu'on peut évoquer dans ce cas précis-là. Voilà, j'espère que Nel, vous m'avez bien suivi maintenant. J'ai abordé les points techniques du sujet. Je pense que vous venez de rentrer dans le live. Donc, voilà, Karine aussi dit, c'est la première fois d'en France. Oui, ça existe, les douleurs de croissance. Il faut retenir ça à l'esprit. D'accord? Voilà, maintenant, je pense que je peux lancer la deuxième partie. Maintenant, posez vos questions. Les gens sont plus concentrés sur les questions qui les concernent. Lady dit, mon bébé a 3 mois et est nourri exclusivement au sein. J'ai l'impression qu'il pince lors de la tétée. Il pince comment? Il pince le sein ou bien il vous mord un peu? Il prend bien du poids? Est-ce qu'il prend bien du poids? Est-ce qu'il se porte bien? Il prend bien du poids. À 3 mois, on serait dans les 4, 5 kilos. 6 kilos 500 non, hein? Voilà, 6 kilos 500 non. D'accord, Lady? Il mord un peu, oui, il mord un peu, oui. Ce qui est intéressant chez l'enfant, vous savez, quand un enfant mord, il ne mord pas de soi, hein, il mord. Au fait, la première partie de la tétée, on appelle ça une tétée nutritive. L'enfant tète réellement, il tète, il déglutit bien, voilà. Il tire le maximum du lait. Maintenant, la deuxième partie de la tétée, c'est une tétée non nutritive. L'enfant s'amuse un peu, on dit qu'il tétouille. Il tétouille, il s'amuse avec le sein, il peut mordire un peu. Ça veut dire qu'il est plus ou moins rassasié. Maintenant, il est en train de s'échauffer, quoi. Il se chauffe, il se met bien, comme on le dit. Voilà. Donc, il peut vous mordre. Maintenant, quand un enfant commence par vous mordre, il faut lui parler. Il sait qu'il vous mord. Hein. Il faut lui parler. Fais pas ça. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Souvent, même, il va vous mordre. Il sourit et il regarde comme ça. Il jette un coup d'œil, il vous regarde. Un peu, il sourit. Il sait qu'il est en train de faire quelque chose qui n'est peut-être pas bien, mais il veut voir votre réaction. Donc, souvent, il faut lui parler. Oui, Lady dit oui, on dirait sont les gencives. Oui, ça peut être ça, mais ça peut ne pas être ça. Parce qu'il n'a jusque 3 mois, les dents vont pousser vers 6 mois. Donc, non, il tétouille. Il faut lui parler, il sourit. Oui, il sait ce qu'il fait. Donc, vous lui parlez, vous lui dites que ça fait mal. Il faut lui dire que ça fait mal. Parce que lui, il ne sait pas que ça fait mal, en fait. S'il sait que ça fait mal, il ne va plus faire ça. Donc, vous lui dites, ça fait mal, ne fais pas, ça fait mal. Maman malin, hein? Ça fait mal, ne fais plus. Voilà. Donc, si vous lui parlez, il va comprendre. Je pense que les enfants comprennent bien. Il suffit d'établir un bon dialogue. Et puis, ça passe. Les bébés écoutent toujours. Robertine, les bébés écoutent toujours. Ce n'est pas des fois. Ils écoutent tout le temps. Tout le temps. Une abonnée dit, mon bébé est né à 1,7 kg à 33 semaines. Elle est à 5 mois. Avec 5 kg 600, son poids est-il normal dans les normes? C'est un enfant prématuré. Voilà, les enfants prématurés, on les suit
avec deux paramètres. Il y a l'âge corrigé. Quand l'enfant est né à 33 semaines, nous corrigeons l'âge à 40 semaines. On calcule quoi? 33 semaines, on ajoute 7 semaines pour trouver l'âge corrigé de l'enfant. C'est sur cet âge-là qu'on suit son développement psychomoteur. Par exemple, votre enfant est né 7 semaines, ça fait presque 2 mois. Voilà, disons que l'enfant est né en octobre. Donc son âge corrigé, je fais des abréviations, hein, je fais des estimations, j'abrège tout. Il est né en octobre, il est né à 32 semaines, disons 32 semaines, 39 semaines. Donc son âge corrigé, il est né en octobre, plus 2 mois, et son âge corrigé revient en décembre. Donc c'est en décembre qu'il est né à l'hôpital, entre guillemets quoi. C'est en décembre qu'on va le noter premier jour J1. Donc on suit son développement psychomoteur par rapport à cet âge corrigé. Maintenant il a un second âge qu'on appelle l'âge réel. L'âge réel c'est ça qui est le 1er octobre. Maintenant le poids de l'enfant, comment le poids évolue. Voilà, un prématuré, 33 semaines, jusqu'à ce qu'il rattrape le poids normal des 2,5 kg. Donc, eux, ils ont un décalage par rapport aux autres enfants. Donc, si vous voulez l'estimer, on fait une estimation. Il faut l'estimer par rapport à son âge corrigé. Si vous voulez l'estimer avec son âge réel, vous allez vous perdre. Donc, estimez-le avec son âge corrigé. Elle a 3 mois. En réalité, elle n'a que, bon, mon cerveau a déjà calculé. Elle a 5 mois actuellement. En réalité, elle n'a pas 5 mois. Elle a juste 3 mois. Donc, 3 mois pour 5,6 kg, c'est parfait. Let's go. Elle est bien. Voilà. Docteur, et pour la croissance d'un enfant d'1 an, je n'ai pas bien compris la question. Posez des questions précises, s'il vous plaît. Et partagez le live. Vous voyez, c'est Lady Asana a partagé le live avec plus de 10 personnes. Elle partage. Hein. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Tapotez, partagez le live. Ça permet à ce que beaucoup de mamans se connectent. Beaucoup de personnes apprennent aussi, s'il vous plaît. Et Eshna Kalako dit mon bébé 2 mois, le poids à 11 kg. 2 mois, 11 kg 500. Are you sure? J'ai publié sur ma page. J'ai commencé une première partie. Le poids du nourrisson. Le poids du nourrisson. Chaque mois, j'ai publié les intervalles. Le poids idéal. Le poids limite supérieur, ça veut dire que quand votre enfant, le poids limite supérieur, vous allez voir sur ma page, le poids limite supérieur, quand l'enfant franchit cette limite-là, l'enfant est en surpoids. Si pas, il va aller en obésité. Maintenant, les limites inférieures, quand l'enfant est en dessous de cette limite inférieure, du poids limite inférieur, l'enfant est en insuffisance, on appelle ça une insuffisance pondérale. C'est une insuffisance de poids. Donc, à partir de cette limite-là, il faut faire attention. Il faut directement faire recours à votre pédiatre. Si vous n'êtes pas suivi par un pédiatre, il faut consulter. Il faut qu'on prenne rapidement les mesures pour redresser ce poids-là. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Donc, sur ma page, j'ai publié mois par mois jusqu'à 12 mois. J'ai fait ça prend du temps pour faire tout ça là. J'ai fait jusqu'à 12 mois. Après, je vais faire jusqu'à 24 mois. Donc, j'ai fait une première partie. Et j'ai essayé de regrouper aussi mes publications dans des cases. Vous allez voir, quand vous allez sur la page, au lieu de défiler, vous allez farfouiller partout. Vous allez voir en haut, vous rentrez dans le poids du nourrisson, vous cliquez, il y a toutes les publications concernant le poids, mois par mois. Donc, au mois correspondant à l'âge de votre enfant, vous rentrez dedans et puis vous allez voir. Partagez le live s'il vous plaît, tapotez, partagez s'il vous plaît. Gifty dit, mon docteur, mon enfant a 5 mois, mais elle a 4 kg 600, comment vais-je faire? Comment vous allez faire? Hein? L'enfant est né avec quel poids? Est-ce que l'enfant est né avec un bon poids, un poids de 2,5 kg minimum? Il dit, chaque mois, ils prennent environ, à 1 mois et demi, l'enfant va tirer dans les 4 kg 500, à 2 mois et demi, 5 kg 500, à 3 mois et demi, 6 kg 500, donc 4 kg 600 peut mieux faire. Gifty, vous pouvez mieux faire. D'accord, vous pouvez mieux faire, vous pouvez largement mieux faire. Il faut prendre en tâche avec votre pédiatre. On va régler ce problème, le poids. Est-ce que l'enfant ne tète pas bien? Est-ce que le lait maternel ne le suffit pas? Combien de tétées par jour? Quelle quantité de lait par jour? Tout cela, on va surveiller ça. Et souvent, les enfants qui sont en sous-poids, on les supplémente rapidement parce qu'ils sont en risque d'anémie. D'accord? On le supplémente rapidement avec des vitamines D
Ça peut être d'autres types de... On peut lui presser même des acides aminés pour doper un peu sa croissance. Je vous explique, je vous donne un autre secret aujourd'hui. C'est très très important. Le poids de l'enfant. Le poids de l'enfant, c'est corrélé à son système immunitaire. C'est corrélé à son système de défense. Je vous explique comment l'organisme réfléchit. Quand un enfant prend du poids, le poids lui sert à quoi? Il y a des protéines et ces protéines-là, l'organisme va prendre ça pour fabriquer son système de défense. Les anticorps, vous connaissez ça, les anticorps, etc. L'organisme va prendre ça aussi pour fabriquer les muscles, etc. L'enfant prend du poids, l'enfant prend du volume, quoi. Il est en forme. Mais ce qui est important d'abord, ce que l'organisme fait, le poids là, l'énergie là, l'organisme utilise l'énergie là. Le cerveau consomme beaucoup d'énergie, le cœur consomme beaucoup d'énergie, les intestins pour digérer consomment beaucoup d'énergie. L'organisme même pour travailler consomme beaucoup d'énergie. Quand l'organisme finit cette première partie, il consomme cette énergie là. Deuxièmement, il va aller fabriquer quoi? Il fabrique les muscles, etc. Et après, il va aller fabriquer quoi? Le système immunitaire. Il va fabriquer les anticorps. Un enfant qui a un poids qui est inférieur à la norme, l'organisme, en réfléchissant, ne peut pas prendre le peu d'énergie là pour aller fabriquer des anticorps, pour aller fabriquer des anticorps pour son système immunitaire. Si l'organisme fait ça, il va se faire quoi? Il se fait harakiri. Il ne fera pas ça. La vie, c'est un choix. L'organisme, il réfléchit. Tac, tac, tac. Le peu d'énergie que j'ai, je vais consacrer ça à mon fonctionnement. Fonctionnement du cerveau, fonctionnement des intestins, fonctionnement du corps. Point barre. Je vais attendre qu'on me donne une autre énergie pour fabriquer les muscles. Là, l'enfant prend du poids. Une autre énergie pour fabriquer mon système de défense, mes anticorps. Donc, un enfant qui n'a pas un bon poids, il n'a pas une bonne défense. Ça, c'est systématique. Donc, on ne joue pas que sur le poids. On va jouer derrière sur le système immunitaire. C'est ça qui est bon. Un enfant qui a une bonne défense, il ne tombe pas malade souvent. Donc, quand un enfant a un problème de poids, il faut régler ça au tac au tac. D'accord? Donc, je continue les questions. Je défile, il y a plein de questions. Je saute peut-être des questions. Ma foi, vous m'excusez. Si je n'ai pas répondu à votre question, relancez ça. D'accord? Relancez, s'il vous plaît. Maria m'a dit, mon bébé de 2 mois pèse 6 kg 308, c'est normal. J'ai dit, vous relancez à ma page, j'ai fait des publications sur le poids mois par mois. J'ai fait jusqu'à 12 mois. Je vais compléter après jusqu'à 24 mois. Ne vous inquiétez pas. Donc, quand votre enfant a 5 mois, 6 mois, référez-vous à ma page. Je vous ai tout donné, en fait. Il y a une abonnée qui a dit un jour, elle tensait un peu les autres abonnés aussi dans le commentaire que dit on peut tout vous donner, vous voulez qu'on match, on mâche ça, qu'on vous mette dans la bouche et on va vous faire avaler ça aussi. J'ai tout donné. Il suffit d'aller sur une publication qui concerne l'âge de votre enfant et de voir les poids, le poids idéal, le poids limite supérieur, le poids limite inférieur. J'ai tout donné. Il me reste peut-être à compléter jusqu'à 24 mois et à parler des tailles, les tailles, etc. Je ferai ça. C'est un travail fastidieux, mais je ferai ça. Je suis là pour vous. Une autre question. Je prends les questions. Gifty revient encore. Et ceux qui sont... Il est trop petit, c'est dû au tété. S'il est né avec 2 kilos. Oui, au fait, Gifty, le sujet un peu... Je vous expose de façon simple. C'est-à-dire, c'est entrée-sortie. Ce qu'un enfant mange, il emmagasine ça. Et puis, il fabrique ses anticorps. Il fabrique les muscles ici. Il prend du poids. C'est ça qui est simple. Donc, s'il n'a pas beaucoup d'entrée, il n'a pas beaucoup de lait qui rentre, il ne va pas grossir, il ne va pas grandir. Maintenant, derrière, je vais sortir un autre thème. Que ça ne vous choque pas, que ça ne vous fasse pas peur. D'accord? Quand on fait le tour, c'est pourquoi il faut voir le pédiatre. Il va faire le tour de tout cela. Quand on fait le tour de tout ça là, on voit que l'enfant prend bien son lait, la quantité elle est suffisante. Les fréquences d'allaitement, c'est suffisant. Tout est bon, mais le poids ne monte pas. Ça veut dire que c'est la machine, c'est le moteur qui a un problème. Il y a des enfants qui ont des pathologies cardiaques, par exemple, des malformations cardiaques qui font qu'il va manger suffisamment, il va manger comme il faut, mais il ne va pas prendre du poids. C'est le rôle du pédiatre de détecter cette maladie-là et puis de régler ce point rapidement. Donc,
Oh, donc c'est un peu complexe quoi. Donc on fait tout le tour de la question. Il ne suffit pas de dire juste il ne mange pas. Non, il ne mange pas. On l'examine. C'est pourquoi il faut examiner nos fonds. Donc il y a des questions, je peux répondre, mais il y a des questions qui nécessitent un coup d'œil du pédiatre. Il faut qu'il examine. Il faut qu'il écarte d'autres pathologies. Voilà, donc ce n'est pas une question juste de manger. Il peut y avoir des pathologies, des maladies qui font que le poids de l'enfant ne bouge pas. Donc il faut qu'on détermine ça aussi et puis il faut qu'on soigne ça. D'accord? Marie-Grâce, oui, Marie-Grâce, référez-vous aux publications que j'ai faites. Il y a tout ça là-bas. Maintenant, quand vous allez en consultation aussi, je parle des poids, des tailles, etc. Il y a ce qu'on appelle les courbes de croissance. À chaque consultation, votre pédiatre prend le poids, il prend la taille, il prend le périmètre crânien, il prend le périmètre bac, il prend plein de mesures. Il fait comme un tailleur, quoi. Il mesure l'enfant sur tous les angles. Et il va reporter ça sur ce qu'on appelle une courbe de croissance. Voilà, on fait une courbe de croissance pour voir est-ce que le poids de l'enfant monte. Si ça stagne, c'est qu'il y a un problème, il va relever. Pourquoi ça stagne? Si ça monte trop aussi, pourquoi il y a ce pic bizarre là, il va voir aussi. Donc, c'est tout ce qu'on voit. D'accord? On dit, Syrah dit, docteur, le poids de mon bébé, 9 kg 400 ne me dérange pas lors de sa pesée. La diététicienne, elle n'a pas fini la question. Les enfants qui ont un poids assez élevé, les enfants obèses, entre guillemets, quand l'enfant est de bas âge, il a 1 an, 1 an et demi, c'est pas de la mer à boire, hein. C'est pas encore grave. L'enfant va commencer à bouger. On écarte les grosses maladies. C'est pas un diabète, c'est pas une maladie endocrinienne. Si on écarte tout ça là, c'est normal. On régule ça. Ça, c'est pas trop. Le problème même réel, c'est que ça soit en sous-poids. En sous-poids, c'est pas bon. Je vous ai expliqué, sous-poids, ça peut interagir avec son système immunitaire. D'accord? Syrah, non, on ne fait pas de restrictions aux enfants. On ne met pas un enfant sous régime. Pas trop manger, c'est vague. On ne va pas interdire à l'enfant de manger. Hein. On ne lui fait pas une restriction stricte comme chez l'adulte. On peut lui interdire certaines choses. Par exemple, les boissons sucrées, les sodas. Les sodas contiennent des sucres cachés. Ça, on comprend. Ça, on dit manger sainement, quoi. Manger sainement chez un enfant, ça veut dire qu'on ne lui donne pas de soda. C'est très logique, mais bon. Nous, les parents, on ne fait pas ça. On donne des sodas aux enfants, c'est pas bien. On lui donne des biscuits. Il y a des biscuits tellement, il y a beaucoup de sucre caché dedans. Ça aussi, c'est logique, mais on ne le fait pas, on ne respecte pas ça. Donc, c'est ça qu'on dit, de ne pas lui donner ces aliments-là. Et manger équilibré, quoi. Il mange les fruits, il mange les légumes. Il mange sainement. Mais pas de régime à un enfant, s'il vous plaît. Baba Wologo dit le EEG. EEG, ça veut dire électrocardiogramme. Électrocardiogramme, ça c'est une analyse qu'on fait pour le cœur. Voilà, ça dépend. S'il y a des indications, votre pédiatre saura. Il y a des indications, il va le faire. Souvent, on fait les EEG quand on a des problèmes. Par exemple, vous entendez le cœur, ça ne bat pas bien. On fait des EEG. Mais chez l'enfant, on couple ça avec une échographie cardiaque. Ça se fait avec un appareil qu'on appelle un échographe. Ils vont voir le cœur. Et ça se fait chez un cardiopédiatre. Il y a des cardiologues spécialisés en cardiologie pédiatrique. Ça veut dire que lui ne fait que voir le cœur des enfants. C'est une sous-spécialité de la cardiologie. Donc, c'est un cardiopédiatre, celui qui est habitué à faire des échographies cardiaques aux enfants. Ce n'est pas tout le monde. Donc, il y a beaucoup de faux possibles. Donc, on envoie l'enfant chez un cardiopédiatre qui est habilité à détecter les maladies du cœur chez l'enfant. Chimène dit, que pensez-vous de l'allaitement mixte? J'ai toujours dit sur ma page, le meilleur lait, c'est le lait maternel. Ça, il n'y a pas photo. Maintenant, il y a des moments sous des contraintes professionnelles. Elles ne peuvent pas tirer le lait, ou bien le lait qu'elles tirent, la quantité n'est pas assez élevée, ou bien part de la maison à 6h, 7h, revient à 20, 22h. Il y a des moments qui ont des tafs assez terribles. Dans ce cas, on peut proposer l'allaitement mixte. Je ne suis pas contre. Mais le meilleur lait, je le dis, je persiste, je cite, c'est le lait maternel. Au moins jusqu'à 6 mois. Après, on peut mixer, il n'y a pas de souci. Mais si on peut maintenir jusqu'à 6 mois, ce serait parfait. Maintenant, l'allaitement mixte, ce n'est pas un souci grave aussi. Si on ne peut pas aller juste à l'allaitement maternel, des fois, l'allaitement maternel, le lait maternel ne suffit pas. C'est le pédiatre de déterminer cela. On peut mixer. Il n'y a pas de souci aussi. On trouve le lait adapté à l'enfant et puis ça passe. D'accord? Quand on est contraint, on y va. Mais
Basiquement, on va avec le lait maternel. D'accord? La bétellière a dit petit cola peut provoquer... Oh, petit cola, c'est une grossesse, c'est pas bon. Hein. S'il vous plaît, ne donnez pas ça. La monde dit docteur, ma réponse, relancez. Je défile, il y a beaucoup de questions. Je prends au pif les questions que je vois. Si je n'ai pas répondu à votre question, relancez la question, s'il vous plaît. Omara dit, docteur, quelle est la quantité de lait pour un bébé de 2 mois et demi? Voilà. Moi, j'aime pas donner les mesures. Pourquoi? Quand vous donnez les mesures, par exemple, je vais dire 90 millilitres, il y a des mamans qui vont s'abstenir stricto sensus à ces 90 millilitres. Ça veut dire que même si l'enfant veut réclamer plus, non, le docteur a dit 90 millilitres. Moi, j'aime pas donner les quantités. C'est l'enfant qui donne le là. C'est l'enfant qui donne le là, c'est-à-dire c'est l'enfant qui donne le tempo. Vous voyez, qu'est-ce que votre enfant mange en termes de quantité? On fait ça au pif, on fait ça graduellement. Par exemple, nous savons qu'une cuillère à de lait, ça fait 30 millilitres d'eau. 2 cuillères à de lait, ça fait 60 millilitres. Vous testez 60 millilitres chez votre enfant. S'il vide tout au premier biberon, il faut savoir que ça là, ça ne lui suffit pas. Deuxième biberon, monté à 90, on fait plus 30. On va voir, s'il ne finit pas tout, il reste sur 70. On sait que lui, sa quantité c'est 70. Donc, on prépare juste les 3 et puis quand il ne finit pas, on jette le reste. C'est comme ça qu'on détermine la quantité à donner à un enfant. C'est l'enfant qui vous donne le tempo. Et les enfants diffèrent. Vous pouvez avoir même des jumeaux, les deux ne prennent pas la même quantité. Chaque enfant a son rythme. Donc, fiez-vous à l'enfant que de vous fier à des règles. C'est pourquoi moi, je ne donne pas de règles. Je ne donne pas de règles. Maintenant, on va donner une règle si le poids de l'enfant n'évolue pas. Ça, si vous venez en consultation, je vois que le poids stagne. C'est là que je retourne maintenant pour voir est-ce que vous donnez les quantités qu'il faut. Là-bas aussi, il y a une exception. Il n'y a pas de règle sans exception. Il y a des enfants, je dis souvent, les enfants ont de petits estomacs. Ça se développe au fur et à mesure. J'ai fait des vidéos sur la taille de l'estomac d'un enfant. Maintenant, quand un enfant a un petit estomac, qu'est-ce qu'on fait chez lui? On multiplie la fréquence de l'alimentation. Ça veut dire que au lieu de rester sur chaque 2 heures, 3 heures de temps, lui, on peut lui donner chaque 1 heure de temps parce qu'il a un petit estomac. Ça se remplit vite, ça se vide vite. Donc, il faut multiplier la fréquence. C'est ce qu'on fait. On fait au cas par cas. Donc, je n'aime pas donner les quantités. C'est l'enfant qui vous donne les quantités qu'il doit prendre. D'accord? Il y a des périodes où l'enfant mange beaucoup, il y a des périodes qui mange moins. Ça dépend des pics. Chez un même enfant, dans une même période donnée. D'accord? Je continue les questions. Il y a plein de questions. Vous m'excusez, je réponds au fur et à mesure. D'accord? Si je n'ai pas répondu à votre question, relancez. Relancer. Sylvia dit, docteur, une solution contre l'hypersalivation pendant la grossesse. C'est un signe sympathique de la grossesse, c'est normal. C'est un signe sympathique. Chaque maman se trouve ta technique, et autres, mais il ne faut pas prendre des trucs dangereux. Cola, machin, des quinqueliba. C'est des choses qui sont café, c'est interdit au cours de la grossesse. D'accord? C'est un signe sympathique de la grossesse. Si vous essayez une méthode de grand-mère, restez dans les normes. Ne faites pas ce qui est mauvais pour votre enfant, s'il vous plaît. Odette dit, mon bébé tète beaucoup, donc je lui ai associé le lait artificiel. Maintenant, il fait la quoi? Elle n'a pas terminé sa question. La diarrhée, je ne sais pas trop. D'accord. Docteur, je voulais savoir la meilleure vitamine pour un bébé de 12 mois. Il n'y a pas de meilleure vitamine pour un bébé de 12 mois. Les vitamines, ce sont des suppléments. On ne donne pas une vitamine à un enfant pour manger. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas qu'on donne des vitamines aux enfants pour manger. Manger n'est pas... On ne mange pas pour avoir un diplôme. On mange parce qu'on a faim. Quand un enfant n'a pas faim, il ne mange pas. On ne le gêne pas. Laissez vos enfants tranquilles. S'il a faim, il va manger. S'il n'a pas faim, laissez-le tranquille. D'accord? Le parent même se stresse. Il y a des moments même qui pleurent parce que l'enfant n'a pas mangé. Oh! L'enfant qui n'a pas mangé lui-même, il est zen dans son coin, il sourit aux anges. Maintenant, vous pleurez parce que votre enfant n'a pas mangé. Oh, bientôt. Quand un enfant a faim, il va manger. S'il n'a pas faim, il faut le laisser.
D'accord? On ne donne pas de diplôme pour manger. Hein? Et il n'y a pas de vitamines pour manger. Les vitamines pour faire manger les enfants, c'est des stimulants. Souvent, ça contient de la cyproheptadine. Ça agit sur le cerveau de l'enfant. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas préciser ça. Les vitamines que je précise, ce sont des suppléments. Pas pour manger. Hein. C'est pour travailler sur le système immunitaire de l'enfant, pour travailler sur la fixation du calcium aux os, pour travailler sur ses yeux, pour travailler sur ses cellules. Et puis, basta. Manger, machin, moi, je ne suis pas dedans. Parce qu'on ne mange pas pour grossir. On ne mange. Et puis, on cherche les gros bébés. Vous cherchez les bébés dodus, machin. Chaque enfant avec son rythme, hein, chaque enfant avec son poids. Je vous ai donné les courbes de croissance, tout ça là. Les poids. Si votre enfant a un poids normal, qui se situe dans la tranche, ne le gênez pas. C'est parce qu'il n'est pas gros par rapport à l'enfant de la voisine qu'il faut s'inquiéter. Non. Quand il est dans les normes, basta. On le laisse. Il y a autre chose plus importante chez un enfant. Par exemple, un enfant a besoin du fer, il a besoin d'être déparasité. D'accord? Un enfant a besoin qu'on lui fasse au moins son électrophorèse de l'hémoglobine aux alentours des 6 mois. Un enfant a besoin au moins qu'on lui fasse une numération formule sanguine. On lui fasse une analyse de sang au moins une fois pour regarder est-ce que son sang est normal. Est-ce que ces globules rouges sont normaux? Est-ce que ces globules blancs sont en quantité suffisante? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ces plaquettes, c'est normal? Est-ce que son taux d'hémoglobine est normal? C'est ça qu'il faut pour un enfant, pour son suivi. Pour ne pas qu'un jour on vous dise que oh, votre enfant a l'hémophilie, votre enfant a une... entre guillemets, on touche du bois, on touche du bois, on touche du bois, on touche du bois. Votre enfant a un cancer du sang. Alors qu'on a passé tout le temps à ne pas vérifier ces paramètres. Et on est là, dentition de l'enfant, vitamines pour manger. Mon enfant doit être gros plus que l'enfant du voisin. Mon enfant doit être plus dodu plus que l'enfant du voisin. On passe à côté de l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas ça. S'il vous plaît, l'essentiel, c'est de vous concentrer sur le développement de l'enfant. Pas dire que oh, mon enfant doit vite marcher. L'enfant n'a même pas 1 an, on dit qu'il doit marcher. C'est un diplôme qu'on donne pour marcher. On dit qu'il doit vite s'asseoir. Il va s'asseoir comment? On n'apprend pas à s'asseoir, on n'apprend pas à marcher. C'est automatique dans le cerveau. L'enfant à peine 2 mois, 3 mois, on le fait asseoir de force, comme si c'est un militaire. Et occupons-nous de l'essentiel. Laissons grandir nos enfants de façon harmonieuse. Chaque enfant avec son rythme. D'accord? Occupons-nous de l'essentiel. Laissons ces histoires-là. Hein? S'il vous plaît. Hein? On massacre trop les enfants. Je ne sais pas pourquoi. Boutique bébé dit, on dit souvent à l'hôpital, mon fils a le ventre, a le gaz dans le ventre, il est souvent ballonné. Voilà, je vais vous parler d'une maladie. C'est aussi fréquent chez l'enfant qui a des antécédents souvent dans la famille. On les appelle les colopathies fonctionnelles. C'est un thème bizarre, barbare, que j'ai encore sorti. Ou bien les troubles fonctionnels intestinaux. C'est les enfants souvent qui ont des maux de ventre tout le temps. Ils sont des fois constipés, des fois ils font de la diarrhée. Ils ont souvent des gaz dans l'abdomen, le ventre est un peu ballonné. C'est des enfants, moi je dis souvent, l'intestin ne travaille pas bien. L'enfant fait souvent des gaz. Il y a beaucoup de gaz qui sont dans le ventre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le premier traitement de ces enfants-là, il ne faut pas sauter sur les médicaments. Que, oh, docteur, il faut me presser un médicament. Non. Le premier traitement, c'est de régler le régime de l'enfant. Je n'ai pas dit de mettre l'enfant sous un régime alimentaire, hein. De surveiller ce qu'il mange. Par exemple, le pain constipant, le pain blanc est constipant. C'est différent du pain complet. D'accord? On est d'accord. Les aliments fermentés, il faut faire un peu attention. Les féculents, le riz, pommes de terre, faites attention sur ces aliments chez ces enfants-là. Donc, il faut leur apprendre à bien manger, à manger sainement. La banane, c'est constipant. Quand on dit fruits, donnez des fruits à l'enfant pour qu'il ait une bonne digestion. Il ne faut pas sauter sur la banane. Hein. La banane, c'est constipant. Donc, on laisse la banane, on prend les autres fruits. Donc, c'est ce qu'il faut faire chez un enfant qui est souvent ballonné, qui a souvent des gaz. D'accord? Maintenant, à part ce régime-là, si ça ne passe pas, il y a des aliments, des médicaments qui sont des régulateurs. Mais ça passe en deuxième position. La première position, c'est le régime de l'enfant. Et on fait participer l'enfant. On explique à l'enfant ce qu'il a. Pourquoi? Pourquoi tu as le ventre ballonné? Pourquoi tu as souvent mal au ventre?
Pourquoi souvent tu n'arrives pas à faire les selles? Pourquoi tu as ci, pourquoi tu as ça? C'est parce que tu as des gaz dans le ventre. C'est pourquoi on te dit de ne pas manger le pain blanc, qu'il faut manger plus le pain complet. C'est pourquoi on dit de ne pas manger trop de riz. Tu n'es pas un Chinois. L'enfant, tu n'es pas un Chinois. Ne mange pas trop de riz blanc. Ne mange pas trop de féculents, les pâtes alimentaires, les pommes de terre. Il va en manger, mais qu'il n'exagère pas. Donc, on lui explique, il comprend et il applique et ça passe. Maintenant, les médicaments, c'est juste des régulateurs. Si l'enfant ne suit pas ce régime-là, rebelote, on revient, case départ. Il aura les mêmes symptômes. D'accord? Donc, c'est ce qu'on fait. Il y a plein de questions en commentaire. J'ai 72 messages. 70 questions. Je vais y aller mollo. D'accord? Donc, la maman dit, docteur, mon bébé de droit, 3 mois, je crois, hein, ses hanches gauche ne sont pas matures. Quoi faire? La maman, je n'ai pas bien compris votre question. Je ne sais pas, ça peut être une luxation congénitale de la hanche, je ne sais pas trop. Mais il faut faire un examen pédiatrique. Vous voyez, le pédiatre, il jette un coup d'œil, il saura. Il va, tac, il saute sur le problème, il vous résout ça rapidement, d'accord? Il faut faire un suivi. Docteur, vous êtes à Lomé? Oui, je suis à Lomé, je suis au Togo, à Lomé au Togo. J'ai mes informations sur mon profil, hein, d'accord? J'ai beaucoup de questions, je saute, je vais, je ne suis pas à Lomé, je suis à Tapamé. Je n'ai pas compris la question. Urel dit, docteur, la vitamine D est prescrite dans quel cas? Urel revient. Urel, j'avais dit tantôt que la vitamine D, c'est très important chez l'enfant parce que la vitamine D n'est pas synthétisée par l'enfant. Et la vitamine D, c'est important pour aider le calcium à se fixer sur les os. La vitamine D, c'est quand l'enfant est exposé au soleil que la peau va synthétiser cette vitamine D-là. Même à fois, vos enfants, on les enferme dans la chambre comme des prisonniers. Les enfants-là ne sortent pas. Ils sont tout le temps dans la chambre. Quand est-ce que le soleil va voir la peau de l'enfant-là? Point d'interrogation. Donc, souvent, on supplémente l'enfant en vitamine D pour que le calcium puisse se fixer à l'os pour permettre une bonne croissance, une meilleure croissance. Moi, je recommande souvent ça jusqu'à 1 an. Je mets mes enfants, les enfants que je suis, sous vitamine D. D'accord? Donc, c'est important pour l'enfant, la vitamine D. Raya dit, docteur, mon enfant, ma fille de 3 ans fait toujours des selles en boulette. Souvent, c'est des petits selles, on appelle ça les selles en skilab. Ou bien, ce sont comme des selles de chèvre. En Afrique, il y a les chèvres. Il y a des enfants qui n'ont jamais vu les chèvres. Vous savez ça? Les enfants n'ont jamais vu les chèvres. Oh, bientôt, on souffre. Hein. Nous, on avait vu les chèvres. On avait vu plein d'animaux quand on était petits. Mais les enfants de maintenant, des fois, même, il y a des enfants même qui n'ont jamais vu un coq vivant. Oui, il n'a jamais vu un coq vivant. Il n'a jamais vu un mouton vivant. Il n'a jamais vu une chèvre. Souvent, quand les enfants font des selles comme ça, les selles en boulet, c'est comme les selles de chèvre, en fait. Donc, il faut faire sortir vos enfants. Il faut les amener dans le zoo. En Afrique, il y a des zoos aussi, oui. Il y a des réserves, il y a des zoos, il y a des animaux. Allez faire voir les animaux aux enfants, s'il vous plaît. Il faut que les enfants voient les animaux. Il y a des enfants qui n'ont jamais vu un coq vivant. C'est choquant ce que je dis. Hein. Ils n'ont jamais vu un coq vivant. C'est grave. Comment voulez-vous que l'enfant la raisonne bien s'il n'a jamais vu un coq vivant? Comment voulez-vous qu'il raisonne bien s'il n'a jamais vu un mouton vivant? Les moutons qu'il voit, c'est dans les dessins animés. Les moutons qui parlent. Est-ce qu'un mouton parle? Donc, on éduque les enfants. Un enfant de 1 an, 2 ans qui voit un mouton dans le dessin animé qui parle, un coq dans le dessin animé qui parle, il va penser que le coq parle ou bien le mouton parle. Non, ça ne se fait pas. Il faut les éduquer. C'est la nature qui éduque un enfant. C'est pourquoi j'ai dit, les écrans n'ont aucun intérêt dans l'éducation des enfants. Aucun. D'accord? Dans l'installation de la logique. Un enfant de moins de 3 ans, il ne faut pas l'habituer aux écrans, s'il vous plaît. C'est là-bas il installe sa logique. Il faut le faire visiter les zoos, il va voir les animaux naturellement. Il regarde ça naturellement. Il voit la nature. C'est ça qu'il faut faire, s'il vous plaît.
Quand nous, on était petits, il y avait les coques, il y avait tout ça là. Nous, on voyait ça propre. Maintenant, il n'y en a plus. M2R dit, la toux incessante chez nous. Et toux incessant, c'est pas bon. Hein. M2R, je rappelle, tous les connectés, tous les abonnés qui sont connectés. Un enfant, un nourrisson qui tousse de plus de 1 mois, un bébé qui tousse de plus de 1 mois, c'est un équivalent d'asthme, jusqu'à preuve du contraire. Je répète, un enfant qui tousse de plus de 1 mois, c'est un équivalent d'asthme. Donc, faut pas, vous allez bombarder l'enfant de sirop, chaque fois on file à la pharmacie, on ne va même pas voir le pédiatre. On file à la pharmacie, mon enfant tousse, on prend médicament de toux, numéro 1. 5 jours après, ça ne passe pas. 1 semaine après, ça ne passe pas. On retourne à la pharmacie. Médicament de toux numéro 2. 1 semaine après, médicament de toux numéro 3. 1 mois, médicament de toux numéro 4. 5 mois, médicament de toux numéro 5. Et la maman va utiliser toute la pharmacie. Elle va dire que oh, ce médicament ne travaille pas. Quel médicament ne travaille pas sur ton enfant? Hein? Le blanc qui a réfléchi, on a sorti une molécule, on dit que ça ne travaille pas sur ton enfant. Ça veut dire que ce n'est pas le diagnostic. Si un produit ne travaille pas sur votre enfant, ça veut dire que ce n'est pas le diagnostic, ce n'est pas le bon diagnostic. Si on était dans le bon diagnostic, ça devait travailler. Donc, un enfant qui tousse de plus de 1 mois, c'est un équivalent d'asthme. Et l'asthme, ça se traite bien. Ça te traite normalement très bien à l'hôpital. Très bien. L'asthme de l'enfant se traite merveilleusement bien. Je vous l'assure, je vous le confirme. Je vous recommande même de faire ça. Si votre enfant tousse de plus de 1 mois, c'est un équivalent d'asthme. Ce n'est pas histoire d'allergie, machin. C'est asthme. Asthme de l'enfant, ça se maîtrise rapidement. Ça se traite rapidement aussi. Donc, il ne faut pas faire de tout, médicament de tout. Oh, docteur, moi j'ai utilisé ça, ça ne marche pas. Il faut me presser l'autre. Il faut me presser un autre. Non. On est dans les mauvaises résolutions. Allons au diagnostic, traitons l'enfant pour que l'enfant aussi ne soit pas trop fatigué, quoi, s'il vous plaît. Cam dit, si le sein ne suffit pas à l'enfant de 1 an, on peut le sevrer avec le lait et les compléments. Voilà, la question qui est précise. Quand il dit sevrage, c'est l'introduction d'un autre aliment autre que le lait maternel. Si on se comprend bien, on utilise des termes purement médicaux. Le sevrage, on ajoute, ça veut dire qu'on passe d'un allaitement maternel à un allaitement mixte. Ça, on se comprend. D'accord. Maintenant, si d'autres personnes comprennent de l'autre côté, par exemple, faire l'ablatation. L'ablatation, ce n'est pas donner le sein à l'enfant. Ce n'est plus donner le sein à un enfant. On lui coupe le sein, comme on le dit vulgairement en langage. L'ablatation, c'est à 2 ans. C'est à 2 ans qu'on... Le fait de téter, ce n'est pas qu'une valeur nutritive. Hein. Il y a une valeur psycho-affective. L'enfant a une affection de la maman. C'est ça qui est très important aussi. Donc, le fait de couper le sein à l'enfant, de faire l'ablatation avant 2 ans aussi, il y a des répercussions sur le plan psycho-affectif. Vous allez voir qu'un enfant, on l'a vite sevré pour des raisons purement, je pèse mes mots, fantaisistes. Parce qu'on s'est dit que oh, mon enfant là, il tète beaucoup. Moi, je vais le sevrer. Il a 1 an. Basta. On le sèvre. L'enfant là, souvent, des fois, il a des soucis psycho. Hein. Il a des problèmes un peu psychologiques. Et peut-être il va s'introvertir. Il va dire que la maman ne m'aime plus. Maman ne m'aime plus, c'est quoi? Elle m'a sevré, machin. À l'école, lui là, il fait que frapper les autres enfants. Hein. Il cogne les autres enfants parce que lui, son expression de sa souffrance, ce n'est que taper. Il tape. Pourquoi il tape? Parce que vous l'avez sevré. Vous l'avez vite sevré. Pourquoi? Je ne sais pas. Malgré que moi, j'insiste de ne pas sevrer les enfants, on passe derrière moi pour sevrer les enfants. Donc, ne faites pas ça. C'est vos enfants. Hein. Vous les aimez bien. D'accord? Donc, on y va. Les questions défilent. Marie-Grâce dit, docteur, mes 2 filles, 8 mois et 4 ans, ont des pieds en X. Comment moi-même? Oh, que faire? Bon, 8 mois, bon, premier cas, 8 mois, on ne fait rien. On attend 3 ans. Ça parle de 3 ans quand on essaie de corriger les déviations au niveau des genoux. D'accord? 8 mois, on ne fait rien. C'est la grande de 4 ans, on l'amène chez qui? Chez le chirurgien pédiatre. Il va mesurer les angles de déviation. Il y a des radios qu'on fait
à l'enfant pour mesurer les angles de déviation au niveau des genoux. La radio, on l'amène pour celles qui sont vraiment googlisées. On appelle ça le pangonogramme. C'est un nom bizarre, un nom barbare. On fait cette radio-là pour voir les angles de déviation et puis on commence à corriger. D'accord? Ça se fait chez... Il faut voir d'abord le chirurgien pédiatre. C'est lui qui est habilité à l'enfant. Il ne faut pas voir en même temps le kiné. Non. Il faut voir le chirurgien pédiatre d'abord. Prunella dit, on dit que les enfants font le rhume, la toux jusqu'à 5 ans. Est-ce vrai? Non. C'est pas vrai. Il ne faut pas confondre. Parce qu'on dit que les enfants font le toux et le rhume à 5 ans. Donc quand mon enfant fait la toux et le rhume, c'est normal. C'est normal que l'enfant la fasse le rhume tout le temps. Il fait un rhume de plus de 1 mois. Il tousse de plus de 1 mois. Donc c'est normal. C'est parce qu'il a 5 ans. C'est l'introduction d'un nouveau aliment. Non. Il ne faut pas confondre les choses. Prunella. Un enfant qui tousse de plus de 1 mois, c'est un asthmatique. Jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Un enfant qui a le rhume tout le temps, ça peut être une rhinite allergique. Il faut prendre ça en charge. Ça peut être des végétations qu'il a. Il faut prendre ça en charge. Ça se prend en charge pour éviter les complications. S'il vous plaît. Mon bébé de 7 mois ne fait que mordre quand il tète. Y a-t-il une astuce? Ça fait très mal. Maria Glorieux, oui, je venais tantôt de dire en haut du live, un bébé qui mord, il sait avant de mordre. Hein, il sourit, il vous regarde, il vous mord. Il sourit, il vous regarde, il mord. Donc il faut lui parler, il sait ce qu'il fait, il faut lui parler. Dites-lui que ça fait mal. Quand vous lui parlez, il comprend, il va arrêter de faire ça, d'accord? Il mordit quoi, il tétouille, il mordit. Il mordit. Chic by Light dit. Chic by Light. Chic by Light, c'est une de mes abonnés, une de mes patientes. Chic by Light, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que mes 2 garçons, mes 2 fistons, mes 2 commandos vont bien. J'espère qu'ils vont bien. C'est des commandos, c'est des enfants que j'adore. J'adore tous mes enfants. En particulier, chaque enfant a son histoire chez moi. J'ai des cases ici avec des particularités sur chaque enfant. Quand je sors ça, un jour je vais faire story time sur mes enfants, des particularités de chaque enfant. Vous allez voir, je vais sortir des histoires. Il y a des moments qui vont crier. J'ai beaucoup d'enfants que je suis, mais ma mémoire me donne des story time sur chaque enfant, chaque détail. Je vais vous les sortir un jour. Bintando dit, docteur, bonsoir. Le lait en phase pour les nourrissons, est-ce que c'est bon? Le lait en phase, j'ai pas compris. En phase comment? En boîte ou en phase? J'ai pas compris. Classiquement, les enfants, les nourrissons de moins de 6 mois, ils prennent un lait de premier âge. De 6 mois à 1 an, ils prennent un lait de deuxième âge. À partir de 1 an jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi, ils prennent un lait de troisième âge. C'est à partir de 2 ans ou bien 2 ans et demi qu'un enfant peut consommer le lait de vache. Le lait de vache, c'est le lait que nous, adultes, on prend classiquement. Voilà. Donc, il ne faut pas donner le lait de vache à un enfant de moins de 2 ans. Non, non et non. D'accord? Donc, les laits en boîte, les laits de vache, ce sont les laits recommandés à partir de 2 ans. Pas en dessous, s'il vous plaît. Odette dit, docteur, mon fils de 3 ans ne parle pas. Il dit seulement papa et maman. Est-ce que ça va venir? Ça va venir. Ça va venir, mais il faut le scolariser. Un enfant qui ne parle pas, normalement 2 ans, 2 ans et demi, doit bien parler. S'il ne parle pas, peut-être qu'il est seul à la maison. Peut-être qu'on l'a trop habitué aux écrans. Il était un TikToker ou bien un fanatique de YouTube. Oui. Un fanatique de YouTube, hein, parce qu'il est dans le berceau, il est déjà YouTuber, il est TikToker, il est tout. Donc lui, il ne va pas parler, c'est normal, il ne parle pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il a 3 ans, il ne parle pas. Alors que 3 ans, on est guetté à 2 ans. Dans 2 ans, à 5 ans, il va être au CP1, hein, au cours primaire. Donc, il faut qu'il parle, sinon les enseignants auront des soucis. Lui-même, il aura des soucis pour suivre. Donc, il faut le scolariser. Il faut vite le socialiser. On le met en crèche, on le met à la maternelle pour qu'avec les autres enfants, ensemble, il va vite parler. Maintenant, s'il ne parle pas dans ce cadre-là, peut-être qu'il a des problèmes qu'il faut explorer. Là, on fait recours à un orthophoniste. Je vous explique quelque chose de très important. Chez les enfants qui ne parlent pas, autre chose, ce n'est pas le frein de la langue. Il ne faut pas aller couper machin, tout sous la langue de l'enfant. Dit que ce n'est pas la langue qui parle.
C'est le cerveau qui parle. Maintenant, le cerveau parle comment? Il y a un centre qui parle dans le cerveau. C'est ça qui donne l'ordre à la langue. Le même centre est impliqué dans quoi? Dans les calculs. Quand un enfant ne parle pas, il ne faut pas juste aller régler le problème du parler. Non, c'est trop simple. Quand un enfant ne parle pas, il faut aller chercher, est-ce qu'il va faire bien les calculs? Il y a les troubles qu'on appelle les troubles 10, DYS. Il peut avoir une dyscalculie. C'est-à-dire que c'est un enfant qui ne sera pas fort en maths. Ça dépend de vous. C'est vous qui n'avez pas envie de détecter cela. Donc, il faut qu'on cherche, est-ce qu'il a des troubles 10? Est-ce qu'il calcule bien? Est-ce qu'il écrit bien? C'est des problèmes d'orthographe. D'accord? La grammaticale, l'orthographe. On appelle ça les dysorthographies. Est-ce qu'il calcule bien? Est-ce qu'il lit bien? Les troubles dyslexiques, est-ce qu'il lit bien? Donc, il faut chercher. Ce n'est pas que la parole, c'est le calcul, c'est la lecture, c'est l'orthographe, c'est l'agencement des idées, la façon dont l'enfant réfléchit. C'est ça qu'on cherche, c'est ça que l'orthophoniste va chercher et il va résoudre. Donc, un enfant qui a juste des problèmes de parler, on ne se limite pas jusqu'au parler, hein. On va aller explorer sa façon de calculer, sa façon d'additionner les choses, sa façon de lire, sa façon d'écrire, sa façon de dessiner, etc. Si on ne résout pas ça, l'enfant va aller à l'école, il sera nul en maths. Il ne fait pas les maths. Ça ne dépend pas de lui parce qu'il a des problèmes sur les calculs, il a des problèmes dans la lecture, donc il va avoir un retard scolaire. Vous voyez, on passe à côté de l'essentiel en se focalisant sur une histoire de frein de langue parce que c'est à cause de la langue que l'enfant ne parle pas. C'est archi faux. Vous voyez, il faut sciencer, hein. Il faut sciencer. Docteur, elle n'a pas de nom. Ma fille de 4 mois a des angiomes et on prévoit les lui enlever. On n'enlève pas les angiomes, s'il vous plaît. On n'enlève pas les angiomes. Les angiomes, je vais revenir dans une autre publication, c'est très bon. Ce sont des trucs vasculaires sur la peau. Il y a un peu de sang dedans. On n'enlève pas les angiomes. On utilise un produit, c'est un produit des cardiologues. On appelle ça le propanolol. Il y a un nom barbare, on appelle avlocardil. Mais c'est sur prescription médicale. C'est sur prescription. On va faire des examens, on fait un ECG, un électrocardiogramme pour voir si l'enfant n'a pas de soucis cardiaques, etc. avant d'utiliser ces produits-là. Et il y a 3 personnes qui rentrent en compte dans le traitement des angiomes. Il y a le pédiatre, c'est lui qui donne le tempo. C'est le pédiatre qui va dire, on va faire une consultation dermatologique, c'est le dermatologue qui va instituer la dose. Et on fait une consultation cardiologique. Le cardiologue qui va faire d'abord le EG, il va faire le CG plutôt, l'électrocardiogramme pour voir si le cœur est OK, tout ça là. Et quand il donne le OK, le dermatologue va mettre sa dose. Le dermatologue met la dose et le pédiatre surveille la dose. Donc, ce sont 3 personnes qui rentrent en compte dans l'angiome de l'enfant. J'espère que j'ai répondu. Je reviendrai dans une publication, ou bien je reviendrai sur une vidéo que je vais mettre sur ma page parce que beaucoup de mamans m'ont inboxé pour les angiomes. Fallon dit, Fallon courage, mon fils de 2 ans maigrit trop, on dit que c'est diabète. Si on lui a fait des analyses, etc., on a vu que c'est le diabète. Souvent, les enfants ont des diabètes, un diabète maigre chez l'enfant. Souvent, il faut vite prendre ça en charge. Ça se prend en charge vite et ça se traite bien aussi. Souvent, ce sont des diabètes insulinodépendants. On fait de l'insuline à l'enfant, mais on se prend ça en charge. Chaque maladie, j'ai dit, chaque maladie avait sa solution. On ne stresse pas. Fallon, on ne stresse pas. On ne stresse pas. Vous allez voir que la maladie d'un autre enfant est plus grave que la maladie de votre enfant. Donc, on ne stresse pas. Quelle maladie a votre enfant? On a étiqueté ça, c'est une bonne chose. Où est le traitement? On suit le traitement. Quelles sont les mesures à prendre pour éviter qu'il rechute? On suit ça. Quelles sont les précautions à prendre? On suit ça. Quelles sont les règles sur cette maladie-là? On respecte ça. Et ça passe. Chaque maladie avait sa solution. Et on ne se décourage pas. D'accord? On est des warriors. Les mamans sont des warriors. Fallon, ça c'est petit même ça. On va gérer ça. D'accord? On se décourage. C'est les papas qui pleurent. Les mamans ne pleurent pas.
c'est les papas qui pleurent. Les mamans ne pleurent pas. D'accord? Donc, on suit votre fils. C'est un petit truc même ça. On va gérer ça. Suivez juste les médicaments, les recommandations. Tac, tac, tac. Et ça va aller. D'accord? Parlons courage. Ça va aller. Baba Ogo dit, mon bébé de 9 mois peut être circoncisé. Oui, la circoncision, ça dépend des cultures, ça dépend de là où tu es pour les circoncisions. Il y en a qui font très tôt, dans la première semaine. Il y en a qui font avant 1 an. Ça dépend des cultures. J'ai dit, vous pouvez circoncire votre enfant quand vous voulez, mais à l'hôpital. À l'hôpital, très important. On ne fait pas les circoncisions à la maison. À l'hôpital, d'accord? S'il vous plaît. Gifty dit, mon enfant de 5 mois, des abcès partout que faire. On va à l'hôpital, et puis on traite ces abcès là, rapidement. Ça, c'est petit. D'accord? Il y a beaucoup de questions. Je réponds aux questions au fur et à mesure. Hein? D'accord? Vous m'excusez si je n'ai pas répondu. Oui, Prunella dit, les enfants souffrent aussi de... Oui, les enfants souffrent de toutes les maladies. D'accord? Les enfants souffrent de... Parce qu'on s'est concentré trop sur ces histoires de dentition. Il y a beaucoup de maladies dont souffrent les enfants. Hein. C'est quand vous êtes en pédiatrie que vous voyez toutes les maladies, diabète, malformation cardiaque, hypertension artérielle. Les enfants souffrent de plein de maladies que vous ignorez. D'accord? On se concentre sur mon enfant doit vite marcher, mon enfant doit vite s'asseoir, mon enfant doit être gros, machin, mon enfant doit être dodu. Et puis on oublie l'essentiel, quoi. D'accord? Nafi dit, qu'est-ce qui crée les otites? Ça dépend de l'âge de l'enfant. Ça dépend de l'âge de l'enfant. L'otite, c'est une inflammation, une infection de l'oreille. Maintenant, les gemmes, souvent il y a une communication entre la gorge et l'oreille. On appelle ça une communication à travers une trompe. On appelle ça la trompe de Stache. La trompe de Stache. Il faut aller googliser. Googly, il faut taper Googly. Donc, il y a des gemmes qui peuvent quitter la gorge pour remonter aux oreilles et créer une otite. Voilà. Maintenant, il y a des enfants, les mamans ne font que mettre les cotons-tiges dans les oreilles. Matin, midi, soir, qu'elle est en train de nettoyer les oreilles des enfants. Alors que c'est interdit de mettre coton-tige dans l'oreille de l'enfant. Les oreilles, il y a des poils dans les oreilles. Les poils sont dirigés de dedans en dehors. Ça enlève le cérumen. Automatiquement, ça nettoie l'oreille automatiquement. L'oreille n'a pas besoin de prendre. Quand vous mettez le coton-tige, vous faites le processus inverse. Ce n'est pas naturel. Donc, vous bouchez l'oreille. Et une oreille bouchée, il y a du cérumen dedans. Or, quand on lave l'enfant, machin, l'eau peut rentrer dans l'oreille, il fallait gonfler ce cérumen-là. Et quand on dit eau quelque part, qui stagne quelque part, les microbes peuvent se greffer sur cette stagnation-là et développer une otite. Vous voyez? Donc, il ne faut pas faire des choses et après, vous allez avoir des problèmes. Christelle dit, à quel moment doit-on s'inquiéter sur l'hernie ombilicale? L'hernie ombilicale de l'enfant, j'ai fait aussi une présentation, une vidéo sur ma page. Ça ne s'étrangle pas, l'hernie ombilicale chez l'enfant. Ça a juste une valeur esthétique parce que c'est gros, c'est vilain à voir, entre guillemets. Ce qui est vilain pour vous, peut-être que c'est joli pour quelqu'un d'autre. Nul ne le sait. C'est esthétique. C'est gros, c'est esthétique. Maintenant, il faut attendre jusqu'à 3, 5 ans. 5 ans. Si ça ne se réduit pas, au-delà de 5 ans, là, on peut voir si esthétiquement on va réduire ça. Il y a certains même qui laissent. Ce qui est sûr, ça ne va pas s'étrangler. Ça ne va pas s'étrangler, ça ne va pas entraîner une urgence. D'accord? Mais c'est esthétique, quoi. Esthétique parce que c'est une hernie, c'est gros. C'est pas bien à voir pour certaines personnes, c'est tout. On suit les régurgitations. Olin Shop dit, les régurgitations peut être grave chez un enfant de 1 an. Non, pas trop grave, souvent. Mais il ne faut pas que l'enfant fasse une fausse route. Hein. Souvent, vers 6 mois, ça commence par s'arrêter. Les reflux, ça commence par s'arrêter. Parce que l'enfant mange un peu plus consistant et il passe de la position couchée à la position verticale. Donc, il n'y a plus trop de remontées comme ça. Kafi dit, comment reconnaître qu'un enfant souffre de l'autisme si tôt? Voilà. L'autisme, c'est des troubles de l'attention, de l'hyperactivité. L'enfant n'est pas
attentionné. C'est-à-dire, quand vous lui parlez, il ne vous regarde même pas. Il ne vous écoute. Il vous écoute, mais il n'a pas l'intention fixée sur vous. C'est des enfants qui dorment très tardivement. Il peut dormir à 2h, 3h du matin. Il ne parle pas. Il ne fait pas de phrases, il ne fait rien. Il a 2 ans, 3 ans. Il n'est pas attentionné. Il n'est pas coopératif. Vous le mettez dans une chambre, lui, là, il se promène, vous lui parlez, il ne vous regarde pas, il n'a pas de l'attention sur vous. Donc, ce sont des signes qui peuvent orienter vers l'autisme chez l'enfant. Et le pédiatre va déterminer ça et puis on va suivre ça. D'accord? Je reviendrai sur ce sujet-là dans une demi-heure. J'ai beaucoup de sujets à aborder, donc je reviendrai sur ça pour mieux expliquer ça, pour qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Spécial Monio de Calavi. Bonjour aux abonnés du Bénin. J'espère que vous allez bien. Elle dit, docteur, est-ce que les bébés aussi font des crises drépanocytaires? Bébé, c'est quoi? Bébé, c'est vague. La drépanocytaire, les crises souvent commencent à partir de 6 mois. Voilà. 6 mois, ça commence par ce qu'on appelle les syndromes pied-main. L'enfant a le dos de la main qui est enflammé, c'est gros. C'est comme un œdème. Les dos des 2 mains ou bien des 2 pieds qui sont gros. L'enfant fait souvent des infections à répétition. Il peut faire une infection pulmonaire grave. On appelle ça un syndrome thoracique aigu. C'est très dangereux chez un enfant. Le pronostic vital est engagé. C'est pourquoi, systématiquement, un enfant de 6 mois doit avoir son électrophorèse. Il y a des appareils en Europe. Il y en a certains en Afrique aussi. Dès la naissance, dès la salle de naissance, on fait l'électrophorèse. On peut savoir le profil de l'enfant. On peut savoir. D'accord? Maintenant, pour les autres appareils, au moins à 6 mois, on peut savoir l'électrophorèse de l'enfant. C'est pour prévenir les crises. C'est pour prévenir. Il faut profiler. C'est-à-dire, quand on suit un enfant, il ne faut pas s'attendre à la maladie. Il faut prévenir. C'est prévenir vaut mieux que guérir. Donc, un enfant de 6 mois, je parle à tous mes abonnés qui sont connectés. Vous qui suivez le direct. Si votre enfant n'a pas son électrophorèse, votre enfant a au moins minimum 6 mois et n'a pas son électrophorèse de l'hémoglobine et n'a pas son groupage et on ne lui a jamais analysé le sang, vous avez un problème. C'est vrai. C'est-à-dire que vous n'avez pas respecté votre responsabilité de parent. Il faut faire l'électrophorèse à vos enfants. Un enfant dès 6 mois, il doit avoir son électrophorèse. D'accord? Que le papa soit AA, la maman soit AA1. Jusqu'à preuve du contraire, nous on fait Saint Thomas. Moi, je fais Saint Thomas. La maman peut être AA, le papa est AA. On fait l'électrophorèse à l'enfant. On lui fait ça. À 6 mois, on doit lui faire ça pour savoir. S'il a un souci, s'il est drépanocytaire, on attaque le suivi. On s'arme en même temps. Vous allez voir que les enfants drépanocytaires qui sont suivis, plein de mamans vont venir témoigner. J'ai fait des publications, plein de mamans vont venir témoigner. Les enfants drépanocytaires qui sont suivis à l'hôpital, ils font pratiquement pas de crise. Vous ne saurez même pas que l'enfant est drépanocytaire. Vous allez voir, il est dodu, il est bien costaud. Il est campé, quoi. Il est bien, il est en bonne santé. Il ne fait pas de crise, il ne tombe pas malade. Alors qu'on craignait avant les complications de la drépanocytose. Mais un enfant qui est bien suivi, ça réduit énormément ses crises, ça réduit énormément ses maladies. Donc, il faut faire minimum, un enfant de 6 mois minimum, il faut lui faire son électrophorèse. Donc, tous les enfants qui ont 6 mois, qui n'ont pas fait leur électrophorèse, chers parents, allez leur faire ça, s'il vous plaît. Mono dit, pour mon enfant, le pédiatre avait 6 mois, donc il a fait. Oui, il faut lui faire son électrophorèse, c'est important. Très important, il faut faire ça. Jean-Christ, mes informations sur ma page. Jean-Christ, mes informations sur ma page. Je suis pédiatre à Lomé, je travaille dans le privé. Les informations sur ma page, vous cliquez sur ma page, vous avez toutes les informations concernant... Nat Nuel dit, mon bébé de 2 mois n'arrive pas à dormir sans la climatisation. Bientôt. Climatisation, 2 mois. Hein? Maintenant, si on coupe le courant, l'enfant va faire comment? L'enfant va aller charger l'énergie au niveau de la compagnie électrique pour allumer sa clim pour dormir. Non, il ne faut pas rentrer dans le jeu là. Votre enfant à 2 mois n'arrive. Non, c'est un faux problème. Un enfant de 2 mois, c'est normal qu'il ne dorme pas la nuit. Il ne sait pas distinguer le jour et la nuit.
À 2 mois, on ne sait pas distinguer le jour et la nuit. Non, on ne sait pas. Et en 2 mois, on est encore dans la phase des coliques qui font pleurer l'enfant de 2h à 2h du matin. Et des fois de 22h à 5h du matin, on est dans la bonne phase. Donc, il ne faut pas allumer la clim, mettre ça sur 16 et dire que l'enfant, quand il n'y a pas la clim, l'enfant ne dort pas. Et on habitue l'enfant comme ça, l'enfant grandit. Si l'enfant n'entend pas le bruit de la clim, l'enfant ne dort pas. Même quand il pleut, même au temps d'harmattan, il fait frais. Quand l'enfant n'entend pas le bruit, le son de la clim, il ne dort pas. Parce que son cerveau est maintenant connecté au bruit que la clim va faire. Ce n'est plus le froid en fait. Il fait frais, il pleut, mais l'enfant allume le ventilo, l'enfant allume la clim parce que son cerveau est connecté à un bruit du ventilo ou à un bruit de la clim. Donc, il ne faut pas habituer les enfants aux clim. Peut-être vous pouvez mettre la clim sur 25, 26 ou 27. Dès que ça rafraîchit la chambre, ça tiédit la chambre. Je reprécise, ça tiédit la chambre, vous éteignez. D'accord? Sinon, c'est l'argent qui fait qu'on allume la clim. C'est l'argent, c'est le jet. S'il n'y avait pas le jet, on va faire économie. Prenez l'économie de l'électricité de la clim là. Naturel. Prenez l'économie de l'électricité de la clim là pour aller manger 4 cuisses de poulet. D'accord? Il faut vous mettre bien. Ça, c'est mieux. D'accord? Amlov dit, docteur, mon bébé de 4 mois sursaute seul dans son sommeil. C'est dû à quoi? C'est normal. Surtout quand l'enfant est sur le dos, il sursaute. On appelle ça un réflexe de Moro. Souvent, on dit que l'enfant a peur. L'enfant n'a pas peur. C'est un réflexe archaïque, un réflexe de Moro. C'est un réflexe de survie. Parce que quand l'enfant sursaute, il crie. Souvent, quand c'est complet, il sursaute. Bon, la vidéo n'est pas... L'écran ne fait pas voir ce que je veux dire. Il sursaute, il fait les mains comme ça. Il agrippe les mains, il recroise les mains, il crie. C'est le réflexe complet. On appelle ça le réflexe de Moro. C'est un réflexe archaïque. D'accord? C'est un réflexe de survie. Ça fait que quand c'est une défense, quoi. L'enfant va s'agripper à sa mère quand il y a quelque chose. Autant préhistorique, hein, quand ça chauffait dans les forêts, les animaux poursuivaient, les grands animaux, les dinosaures poursuivaient les hommes préhistoriques là, pour que l'enfant s'agrippe à sa maman. Quand sa maman commence à courir, l'enfant va s'agripper à sa maman et puis sa maman elle va disparaître, quoi. Elle va prendre la tangente. Donc c'est un réflexe que l'homme a gardé dans son évolution. D'accord? Donc, on continue les questions. Nous sommes à 15 minutes de la fin du live. Donc, balancez vos questions. 15 minutes de la fin du live. Je vais prendre un peu d'eau. Aïchou dit, docteur, mon fils de 8 ans a une petite boule dans le cou qui apparaît, disparaît souvent. C'est dû à quoi? C'est fort probablement que ce soit une adénopathie, un ganglion. Quand c'est petit, moins de 1 cm, bon, basta, on ne fait rien, quoi. On surveille, c'est pas le feu. Le ganglion, c'est quoi? C'est comme une gendarmerie. Ce sont des gendarmes. Il y en a pas ici, au niveau du creux axillaire. Quand le ganglion apparaît, c'est qu'il a attrapé des microbes. Ça veut dire qu'il y a des microbes dans la zone. Quand c'est au niveau du cou, toutes ces zones-là, il y a des vaisseaux lymphatiques. Ça draine les microbes. Quand ça passe dans le ganglion capte ça. D'accord? Quand il capte ça, il grossit. Ça, là, vous allez voir la boule, la petite boule. C'est le ganglion. Il a capté le microbe. Quand il finit de faire son travail, il disparaît. Mais il y a des enfants qui ont des ganglions sur plus de 1 an. Ça veut dire que eux, la zone est tout le temps. Il y a plein de microbes tout le temps dans la zone qui font que le ganglion est tout le temps en activité. Quand c'est inférieur à 1 cm en allant, il n'y a pas de souci grave. D'accord? Mais quand c'est plus gros, c'est douloureux, ça grossit avec le temps. Là, on peut aller chez l'ORL. Des fois, on peut enlever ça pour analyser. Mais les petits ganglions, dans le cas de Aïchou, qui viennent, qui disparaissent, il n'y a rien. On ne fait rien, c'est normal. Ça veut dire que le système immunitaire de l'enfant fonctionne bien. Urel dit, docteur, on arrête d'ajouter les céréales dans le lait, à quel âge? Quand est-ce qu'on commence d'ajouter? Ça, c'est la question. On commence la diversification alimentaire à partir de 6 mois. D'accord? On prend les céréales. Maintenant, vous mettez les céréales dans le lait pour... Il y a la technique des mamans qui mettent le céréal dans le lait pour épaissir le lait pour que l'enfant dorme la nuit. Maintenant, quand l'enfant dort la nuit, là, les parents font quoi? Ça, c'est la question. Urel, quand l'enfant dort, on fait quoi?
Hmm? Souvent, on épaissit le lait. C'est une technique des mamans. Elles épaississent le lait avec les céréales pour que l'enfant puisse dormir la nuit. C'est une technique, ça s'apparente à de la bouillie aussi. Bof. C'est l'alimentation de l'enfant. Si votre enfant aime ça bien, il n'y a pas de souci. Il y a des enfants qui prennent le biberon ou bien les céréales jusqu'au CP1. Hein. À 5 ans, 6 ans, il y en a qui prennent. Et il y a des papas ou bien des mamans qui prennent encore les céréales infantiles. Hein. C'est un bon goût. C'est pas interdit. Hein. On peut prendre ça même jusqu'à 100 ans. Il n'y a pas un souci. Il n'y a pas un souci. Docteur, mon enfant a l'angine tout le temps. L'angine, c'est peut-être, vous parlez des amygdales ou bien des douleurs à la gorge. La gorge, on a trait aux amygdales. Souvent, les enfants qui ont des amygdales qui grossissent tout le temps, c'est fréquent. Il faut faire un suivi. Quand l'enfant a le rhume, on désobstrue rapidement les narines. Il faut laver rapidement pour que la gorge ne s'infecte pas. Donc, ces enfants, souvent, on les suit. Maintenant, les grosses amygdales, on les suit jusqu'à 5-7 ans. Quand au-delà de 7 ans, 5-7 ans, ça réduit de volume. Naturellement, ça se réduit de volume, ça passe. Maintenant, si au-delà de 5-7 ans, le volume est encore gros et que l'enfant n'arrive pas à bien respirer, on peut les enlever. Mais c'est l'ORL qui décide de les enlever, d'accord? Sous certaines contraintes. Par exemple, quand l'enfant a des apnées de sommeil, quand l'enfant n'a même pas encore 5-7 ans et que l'enfant a des apnées de sommeil, l'enfant dort la nuit, la respiration se coupe, ça reprend encore un peu. Ça, c'est des apnées de sommeil. Ça, c'est une indication d'enlever les amygdales. Ou bien l'enfant fait des infections à répétition. Les infections, les angines, ce sont souvent des infections à streptocoque. Et ce microbe-là a eu tendance très délétère à aller après. Si ce microbe quitte la gorge, passe dans le sang, ça va aller infecter les valves du cœur. Donc ça donne des maladies cardiaques après. Ça va trouer les valves du cœur et ça va donner une insuffisance cardiaque après. Donc on a peur quand l'enfant fait des angines à répétition, des fièvres à répétition. On a peur que l'enfant aille développer après une maladie acquise du cœur. Et là, l'ORL peut être amené à l'enlever rapidement parce que c'est une question de prévention, c'est une question de risque à évaluer. On évalue tout ça là avant d'agir. D'accord. La varicelle, Uriel dit la varicelle c'est une maladie virale aussi. C'est les virus qui font ça. L'enfant a des boutons sur et des boutons, ça contient de l'eau. C'est comme si de la rosée qu'on a versé. C'est contagieux. Ça envahit. Chez les enfants, c'est très contagieux, mais c'est un peu bénin. On peut gérer chez l'enfant. Il n'y a pas trop de complications. Mais si vous faites ça une fois dans votre vie, vous êtes immunisé, vous êtes vacciné. Il y a un vaccin aussi qui existe contre la varicelle. Mais si vous n'avez jamais fait la varicelle dans l'enfance et que vous grandissez et que votre enfant fait de la varicelle, vous êtes devenu une personne très fragile. Il faut vous prendre avec pincette. Parce que la varicelle chez les adultes, c'est très dangereux. Comparativement à la varicelle chez l'enfant. Donc, c'est ce que j'ai à dire sur la varicelle. Ça se traite bien aussi à l'hôpital. Hein? Ça se traite à l'hôpital. Pas à la maison, on met des décoctions sur la tête de l'enfant, on met la poudre sur la tête de l'enfant. Ça va infecter les vésicules et c'est pas bon. Un enfant qui a la varicelle, on met l'enfant là en quarantaine à la maison. L'enfant ne va plus à l'école. Sinon, toute l'école va être contaminée. Et surtout, le plus fragile dans la classe, c'est l'enseignant. Quand une classe fait de la varicelle, le plus fragile dans la classe, c'est l'enseignant. Surtout si l'enseignant n'a jamais fait de la varicelle. Parce que si l'enseignant chope la varicelle, c'est un adulte qui chope de la varicelle, ça peut le dire. Donc faites attention. Si votre enfant a de la varicelle, protégez l'enseignant. D'abord, protégez les autres enfants. Mettez l'enfant en quarantaine. Sinon, toute la classe aura cette varicelle-là. Bon, c'est bien des fois, en guillemets. On peut être un peu chauvin. C'est mieux que l'enfant ait la varicelle dans l'enfance. Donc, des fois, c'est... Bon, nous, pédiatres, quand il y a la varicelle dans une classe, on prie que les autres enfants chopent ça pour que les enfants s'immunisent. C'est un peu chauvin, hein, mais c'est une bonne chose aussi d'avoir de la varicelle en son enfance. Là, on s'immunise à vie, quoi. Je prends 2 questions encore. 2 dernières questions. On dit quoi?
Boutique Bébé dit, mon fils de 3 ans, je vais vous dire encore un autre secret. Mon fils, c'est une bonne question. Excellente question. Boutique, merci. Boutique Bébé dit, mon fils de 3 ans est chaque fois hospitalisé. Ils disent que c'est infection tout le temps. Qu'est-ce que votre fils a? Je vais faire des suppositions, mais je serai dans le mille. D'abord, il faut faire à votre enfant toutes les maladies qui peuvent baisser son immunité. Il faut chercher les maladies qui peuvent baisser l'immunité de votre enfant. Est-ce que votre enfant est anémié souvent? S'il est anémié souvent, l'anémie est un facteur qui prédispose à une baisse de l'immunité. C'est-à-dire que l'enfant serait sujet aux infections. Est-ce qu'il est souvent anémié? On va écarter ça. S'il n'est pas souvent anémié, est-ce qu'il a la drépanocytose? Si on lui fait l'électrophorèse de l'hémoglobine, on fait ça, on check ça. S'il n'y a pas ça, c'est bon. Est-ce que l'enfant a... On fait une maladie qu'on appelle, vous connaissez ça, le HIV. On fait le HIV, la sérologie pour voir. Ici, il n'a pas ça, c'est bon. Maintenant, si on écarte toutes ces grosses maladies-là, il y a ce qu'on appelle les enfants qui ont naturellement, bon, c'est une prédisposition, un déficit immunitaire primitif. Ça veut dire qu'il est né comme ça, il est né avec un système de défense bas. C'est un enfant qui tout le temps va faire des infections. Et l'erreur qu'on fait, chaque fois qu'un enfant fait des infections, on l'amène à l'hôpital, on lui prescrit des antibiotiques. Tout le temps, il est sous antibiotiques. Boutique Bébé, votre enfant ne va jamais sortir de ce cercle vicieux. Je vous explique. Parce que quand vous donnez l'antibiotique à l'enfant, vous l'aidez juste. L'antibiotique ne vient que l'aider. Maintenant, un enfant qui a un déficit immunitaire primitif, l'antibiotique va travailler juste pour l'enfant. L'enfant même n'a pas un système de défense. Normalement, quand on te met un antibiotique, c'est pour t'aider juste. Normalement, quand tu prends l'antibiotique 2-3 jours, toi-même, ton système va rentrer en jeu. Et ton système va combattre le microbe pour le détruire. Et après, ça va garder en mémoire le même microbe. Quand le même microbe vient, le système de défense de l'enfant doit éliminer le microbe automatiquement. Maintenant, l'enfant qui a un déficit immunitaire, on lui donne tout le temps l'antibiotique, on ne l'aide pas. Ça veut dire que tout le temps, il sera malade. Qu'est-ce qu'on fait chez cet enfant-là? Chez cet enfant, on fait un traitement spécifique sur l'immunité. Boutique Bébé, il faut qu'on renforce votre enfant, on renforce son système immunitaire. Il y a des médicaments qu'on emploie qui vont augmenter le niveau de défense de cet enfant-là. Ça fait que l'enfant devient autonome, il devient indépendant. Là, quand il aura une infection, lui-même, il va se défendre, lui-même, il va lutter contre l'infection, lui-même, il va venir à bout de la maladie. Ça va faire que ces visites mensuelles, bimensuelles, quotidiennes à l'hôpital vont drastiquement diminuer pour que l'enfant lui-même soit apte. Un enfant de 2 ans, normalement, il doit avoir son immunité. Un enfant de 2 ans, normalement, n'a plus rien à voir avec l'hôpital. S'il va à l'hôpital, c'est juste pour faire ses rappels de vaccin vers 4 ans, 5 ans, 6 ans, 11 ans. C'est pour faire ses rappels de vaccin ou bien pour faire juste un contrôle biannuel ou bien annuel. Il n'a rien à foutre, vous m'excusez le terme, mais je vais être un peu punchline, il n'a rien à foutre à l'hôpital. Vous me suivez? Un enfant de 2 ans, il n'a rien à foutre à l'hôpital. S'il va à l'hôpital, il y a un souci. Il y a un souci concernant son immunité. Ça veut dire qu'il ne se défend pas. Et quand il ne se défend pas, il y a problème. Un enfant qui a 2 ans dans l'an, il ne doit plus aller à l'hôpital. Il doit se concentrer sur pré-maternelle, pré-scolaire. Il doit aller à l'école. Il doit s'insérer dans la vie. C'est ça. C'est l'intérêt du suivi. Maintenant, s'il a 3 ans, il tombe encore malade tout le temps à l'hôpital. Quand est-ce qu'il va aller à l'école? Quand est-ce qu'il va évoluer? Donc, son traitement, c'est de travailler sur son système immunitaire. Quand on travaille sur le système immunitaire de cet enfant-là, on augmente son système, on amène son système à un niveau optimal, on résout le problème. Ça veut dire qu'on ne va plus employer des antibiotiques tout le temps et on augmente. C'est pourquoi il faut un pédiatre assermenté. Il faut faire sur votre enfant par un pédiatre parce que il y a des maladies spécifiques que plein de personnes ne savent pas. C'est le pédiatre qui sait ça. C'est lui qui peut vous trouver le bon traitement et pour que ça aille. Boutique Bébé, il faut voir un pédiatre qui va résoudre vos problèmes. Je suis sûr, dans le mille, je vais taper dans le mille que votre enfant a probablement, fort probablement, certainement un problème immunitaire. Donc, il faut élever son immunité pour résoudre ce problème-là. Il n'a rien à voir à l'hôpital chaque mois. Et vous perdez de l'argent. Mon Dieu. D'accord? C'est une bonne question. Beaucoup de moments se trouvent dans ce cas-là. L'utilisation fréquente
l'utilisation fréquente des antibiotiques chez les enfants. Pourquoi? Quand c'est très fréquent, c'est que votre enfant a un problème, quoi. Il a un problème immunitaire. S'il lui fait les infections tout le temps, il a un problème immunitaire qu'il faut résoudre. D'accord? Il faut résoudre ça vite. Boutique bébé, merci pour la question. Merci bien pour la question. Ça a fait ressortir cette réponse-là. Maintenant, je vais prendre la dernière question. On s'aime bien. On s'aime très bien. On s'aime très bien. Kafi dit la gastronomie. Et la gastronomie survient chez un enfant suite à quoi? Je n'ai pas bien compris la question. Vous n'avez pas bien formulé. Donc, je vais prendre une autre question. La dernière question. Quel faire pour les enfants? Voilà. C'est ma question, la question qui clôture le live. Quel faire pour les enfants? Les enfants de moins de 6 mois, ils ne prennent que le fer. Je vais repréciser la question. Quel traitement? Moi, je vais aller dans un traitement anti-anémique. Les enfants de moins de 6 mois, ils ne prennent que du fer. Donc, quand vous voulez prescrire un fer pour un enfant de moins de 6 mois qui est anémie, on lui prescrit juste le fer. Parce qu'il y a des produits sur le marché qui contiennent du fer et de l'acide folique. D'accord? Donc, les enfants de moins de 6 mois ne prennent que du fer. Je rappelle, il y a des prématurés. Les prématurés, dans leur suivi, au 21e jour, on leur fait une supplémentation en fer. Ça, c'est pour les prématurés. Maintenant, après 6 mois, c'est toujours le fer qu'on prescrit aux enfants. Mais si l'enfant a des problèmes au niveau d'une vitamine qui manque, l'acide folique, on appelle ça les anémies macrocytaires, on peut lui ajouter du fer et de l'acide folique. Voilà, c'est ça. Maintenant, on prend un fer qui est bien absorbé chez l'enfant. On prend un fer. Je ne vais pas trop rentrer dans les thèmes techniques, ça embrouille les gens. C'est au pédiatre de déterminer. On prend un fer qui est bien absorbé, qui est biodisponible plus rapidement. Et on prend un sirop de fer qui est bien concentré. Parce que il y a des valeurs, à chaque sirop de fer, il y a des valeurs qui correspondent à la concentration. Souvent, vous voyez que ce sont des gobelets doseurs de 5 ml et à chaque 5 ml correspond une teneur en fer. Voilà. Ce qui est recommandé, c'est de donner au moins un truc assez concentré à l'enfant pour que l'enfant puisse bénéficier bien de ce fer-là. Donc, on choisit le fer en fonction du produit, en fonction de la biodisponibilité du fer qu'on donne à l'enfant et en fonction de la concentration du fer dans les 5 ml, dépendant maintenant de chaque médicament de fer. Donc, c'est le pédiatre, il connaît tous les fers en sirop là, il va déterminer pour votre enfant et maintenant la dose à donner à l'enfant aussi. Il y a des doses d'entretien qu'on utilise dans les supplémentations. C'est juste que l'enfant n'est pas anémié, hein, mais on lui donne une dose d'entretien pour que l'enfant remplisse ses réserves. Maintenant, il y a les doses d'attaque. Une dose d'attaque, c'est quoi? Ça fait le double approximativement de la dose d'entretien. Ça veut dire que l'enfant est anémié, on veut corriger l'anémie. C'est différent de prévenir. Quand on prévient, on va sur une dose d'entretien. Quand on veut traiter, on va sur une dose d'attaque. Là, on attaque avec une dose, on va avec une dose souvent double de la dose d'entretien. Je vous remercie très sincèrement d'avoir vraiment suivi le live. Là, vous êtes connectés. On était parti à plus de 141. Merci de suivre le live de Dr Patrick. Je fais mes lives souvent les samedis, comme aujourd'hui. Soyez connectés aussi. Et puis, on se voit sur la page, dans les commentaires. Si vous avez des inquiétudes, posez-les en commentaire. Je vais y répondre. J'ai beaucoup de questions en commentaire. J'essaie de trouver un temps libre pour vous répondre. Il se peut que je ne réponde pas à certaines questions, mais j'y reviendrai. Donc, en commentaire, on se check. Et puis, on résout vos problèmes, quoi. Quand vous avez des inquiétudes, j'ai fait des publications sur la page. Il y a des questions aussi redondantes. Ma foi, il faut m'alléger un peu cette tâche-là. Il faut essayer de fouiller sur toute la page pour voir. Souvent, j'aborde, il y a des questions maintenant qui viennent sur la page parce que je publie beaucoup de vidéos qui sont déjà des sujets déjà résolus. Donc, allez aussi sur la page, fouiller, regardez sur la page aussi. Peut-être vous aurez la solution à votre inquiétude. Maintenant, les nouveaux sujets pour que je puisse avoir le temps d'aborder d'autres sujets. Encore, la pédiatrie, c'est tellement vaste et c'est tellement intéressant pour les enfants. D'accord? Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce live-là et on va s'attraper dans un nouveau live de Dr Patrick. A plus, à la semaine prochaine et
soyez connectés à la page, partagez nos vidéos pour que ça touche un nombre assez élevé de mamans. Allez, bonne nuit à vous. Bon dimanche, bientôt.